Je t'ai vu faire des câlins à François Hollande. T'es Satan, quoi, à cette époque-là. Non ? C'est obsessionnel. T'as une idée, t'as un projet, t'as une vision. Tu peux plus dormir la nuit. 17 pays et la boîte faisait 4 ou 5 000 salariés. Moi, je dirige un groupe dans lequel je suis actionnaire à 100%. Il faut reconnaître que les États-Unis nous ont foutu 7 buts, quoi. Il y a 7-0, quoi. Ce que je trouve irresponsable des politiques, c'est de faire croire que c'est ça la solution. L'État est devenu un alcoolique de la dépense publique. Augmenter les taxes, c'est donner plus d'alcool à un alcoolique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build. Build, c'est le podcast qui parle de progrès, de croissance, de ceux qui construisent des choses, qui prennent leur destin en main et qui décident en fait de plus le subir. Aujourd'hui, en fait, je reçois Carlos Diaz. Carlos, bonjour. Salut Xavier. Bienvenue dans Build. Je suis hyper content d'être là. Moi aussi, je suis hyper content que tu viennes. Merci de m'inviter. Alors, tu t'atterris tout juste de San Francisco, c'est ça ? Hier. Super. Je sais pas quelle heure il est. En plus, il n'y a pas de lumière du jour, donc voilà. Écoute, ça va être super cet épisode avec toi. J'avais prévu de te présenter, si tu es OK avec ça. Ouais. Alors, je suis obligé Oui, t'as raison, parce que comme ça fait longtemps que je déroule du câble, ça peut être très long. Donc, je préfère à la limite que tu me présentes. Mais après, tu vas voir, je vais te demander savoir si c'est juste. En fait, moi, j'ai noté que tu étais un entrepreneur, un investisseur franco-américain, basé aujourd'hui à San Francisco. Ouais. Cofondateur d'Imakina. À 23 ans, tu as fait une introduction en bourse, on appelle ça un IPO. Bravo pour ça déjà. Tu es depuis le début en fait, de la tech, un entrepreneur de la tech en France. Mais un truc qui est improbable, c'est que la tech, on l'imagine à San Francisco ou à Paris, mais absolument pas à Limoges. Ouais. Et toi, tu es né, tu as grandi à Limoges et tu as été prof dans le Limousin. Dans le nord de la Haute-Vienne. Où ça exactement ? Un bled qui s'appelle le Dora. Près de Bellac, à la frontière de la Creuse et de la Haute-Vienne. Alors ça, en lycée professionnel. En lycée professionnel. Bien sûr. Il va falloir que tu me racontes comment on passe de... Oui, il y a des choses à raconter, Il va falloir que tu m'expliques comment on fait ça. Ensuite, tu as monté une boîte qui s'appelle Blue Kiwi, que tu as revendue à Atos. Donc là, pour le coup, en fait, tu as fait du M&A, c'est-à-dire tu as vendu la boîte que tu avais montée. Ensuite, tu es allé dans la vallée et tu as monté une autre boîte qui s'appelle... Non, je suis allé avec Blue Kiwi dans la Silicon Valley. Ah ouais, c'est avec eux que tu es parti l'installer. Mais tu l'as créé en France. Créé en France et déplacé en 2010 aux US. Super intéressant, tu m'expliqueras pourquoi. Ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, tu as accompagné des dizaines de fondateurs européens à s'implanter aux US avec un fonds qui s'appelait The Refiners. The Refiners, Ok, en anglais. Alors tu verras, moi je suis hyper nul. Les raffineurs, si tu veux. Les raffineurs, voilà, un raffineur, tu vois. Ouais, carrément. Aujourd'hui, tu es dans un nouveau fonds aussi qui s'appelle Diaspora Venture, c'est ça ? Et puis, bien évidemment, tu animes un podcast qui s'appelle Silicon Carnet. Ouais. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est l'un des podcasts tech francophones les plus écoutés. Ouais. Moi, je te présente, en fait, quand j'ai expliqué aux gens autour de moi que je recevais Carlos Diaz, je dis, vous savez, en fait, Carlos Diaz, c'est le gourou, en fait, de l'actu tech franco-américaine. Ok, j'aime pas trop le terme gourou, mais oui, c'est vrai que Silicon Carnet, c'est le premier podcast français qui parle de tech et de politique. Parce que je pense que la tech et la politique sont indissociables. Si tu écoutes, l'histoire de la tech sans la politique, c'est la moitié de l'histoire. Ouais, d'ailleurs, tu es un entrepreneur politique. On en parlera tout à l'heure. En fait, on manque aujourd'hui d'entrepreneurs politiques. Engagés politiquement, tu veux dire ? Ouais, engagés en tout cas avec des idées, des convictions. Avec des idées, des convictions. Après, je n'ai pas d'agenda politique. Je me présenterai pas à des élections. Mais là, le sujet de la politique m'intéresse et je pense que la tech en France, si elle en est là où elle en est aujourd'hui, c'est essentiellement, c'est pas par manque de talent, c'est pas à cause de c'est pas par manque de financement, c'est essentiellement à cause d'un manque de courage politique, quoi. Et on en parlera parce que moi, j'ai vu des émissions en fait quand j'ai préparé notre podcast là, je t'ai vu faire des câlins à François Hollande. Alors ça, il faudra que tu me racontes. Après, ça te foutu sur la gueule pendant un petit bout de temps. Ok. J'ai vu que tu t'étais fait insulter par Mélenchon. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est sûr. J'ai vu que tu avais pris position et que tu as monté un mouvement, etc. C'est assez incroyable. On parlera de la taxe Zuckman, on parlera de quel était le mouvement à cette époque-là que tu l'as monté et pourquoi tu fais pas la même chose avec la taxe Zuckman. Moi, je me suis posé la question, en tout cas, je te la poserai tout à l'heure. Intéressant. Pour cet épisode, en fait, moi, j'avais envie de cocher plusieurs cases. Un, que tu m'expliques la différence d'entrepreneuriat et de mindset entre les US et la France. Il y a une vraie différence. Donc, on a 6 heures, on est d'accord. Ouais, moi, j'en ai noté 7, mais d'accord, c'est super.
comment on fait pour avoir un parcours comme le tien? C'est-à-dire, en fait, tu sors pas des grandes écoles, t'as pas fait Polytechnique, tu sors pas de Sciences Po, t'as pas fait HEC, et pourtant, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui compte dans la tech avec des exits qui sont importants. Tu as créé de la richesse, de la valeur pour ton écosystème. Je trouve que ça, c'est intéressant d'en parler. Tu t'appelles Carlos Diaz, je m'appelle Xavier Rodriguez. Il y a des choses... voilà, check. J'aimerais qu'on parle de tech aussi et qu'on parle d'IA, parce que c'est un truc qui est en train de bouleverser complètement l'écosystème dans lequel tu évolues, qui bouscule tout d'ailleurs. On parlera de ça. J'aimerais qu'on parle effectivement aussi de ta marque personnelle. C'est quelque chose que tu as développé, qui est très très fort aujourd'hui, qui est quelque part comme une marque d'un produit aujourd'hui. Carlos Diaz avec ton... Oui, c'est un produit. C'est un produit. Donc ça, j'aimerais bien qu'on en discute ensemble. T'es prêt? Ouais. Ça fait beaucoup de sujets. Hein. Ouais, c'est beaucoup de sujets. Allez. Let's go. Let's go. Premièrement, en fait, ton parcours, comment tu racontes ton histoire à quelqu'un, en fait, qui est en dehors du monde de la tech? C'est un parcours qui est complètement improbable, parce que moi, j'étais pas du tout programmé, ni pour être dans la tech, ni pour être entrepreneur. Pour être dans la tech, parce que j'ai fait des études de littérature, donc moi, la technologie, c'était pas quelque chose qui fait partie de mon environnement culturel. Et être entrepreneur non plus, parce que mes parents étaient pas entrepreneurs. J'ai aucune référence entrepreneuriale autour de moi. Mes parents étaient communistes, voilà. Ah ouais. Oui. Okay. Moi, je suis issu communiste, politiquement ou... Oui, non, mais moi, j'ai fait partie des jeunesses communistes révolutionnaires. J'ai passé mes vacances en RDA. Non, c'est du sérieux, quoi, tu vois. Oui. Ok. Donc, je tractais, machin. Donc, non, mais alors ça veut dire que l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Carlos? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est une vraie bonne question. Il m'est arrivé un truc, c'est l'ennui et une forme de déterminisme dans le sens où tu comprends que la société a décidé pour toi ce que tu allais devenir. Ok. À la fois à travers ton parcours scolaire, hein, mais aussi ton héritage familial, ton héritage politique, et que je pense que moi je suis quelqu'un qui a la liberté véritablement ancrée très très fortement, et que quand je commence à sentir la trace du collier, comme dirait La Fontaine dans Le Loup et le Chien, ça devient un problème. Et donc j'ai senti la trace du collier. J'ai senti que on me promenait et qu'il fallait que je me libère. J'ai fait des études de littérature, j'ai été maître auxiliaire, c'est-à-dire que avant de passer le CAPES, j'enseignais. C'est prof stagiaire, quoi, maître auxiliaire. J'ai adoré enseigner, j'ai adoré la salle de cours. Parce que c'est une mission incroyable, en fait, d'enseigner. Au départ... Ouais, enfin, quand tu fais une thèse sur Borges, la littérature argentine, et que tu enseignes l'espagnol dans un lycée professionnel... enfin, tu vois, le grand écart, il est... Mais oui, tu as raison, c'était... je comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais étudié autant pour enseigner ça. Tu vois, il y avait un grand écart. Peut-être que j'aurais dû m'orienter vers de la recherche, des choses comme ça, mais bon, la recherche dans la littérature, tu vois, t'as vite fait de terminer avec une sacoche en cuir, une barbe collier, quoi, et puis fumer la pipe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'image de Robert Hue. Ouais, un peu ça, quoi, tu vois. Okay. Donc, non, mais je me suis échappé, quoi. Okay. Je me suis échappé, il fallait que je m'échappe. Mais surtout, tes parents, en fait, deux choses à comprendre. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a une forme de pivot, déjà un premier pivot dans ta vie, on en parlera, j'ai l'impression que ta vie, elle est faite de choses où tu t'as pas mal pivoté. Qu'est-ce qui fait que quand on se dit qu'en fait, on est prof, et qu'on a fait des études, allez, ça doit être 5 ans, c'est ça, j'imagine, de lettres. Derrière, on commence sa carrière professionnelle et qu'on se dit, en fait, on arrête ça et on va dans un monde qui est complètement différent parce que du monde dans lequel on a grandi, c'est-à-dire politiquement, le communisme, etc. Complètement à l'envers, c'est-à-dire on prend beaucoup de risques. Quand on est enseignant, on a un salaire qui est le même à la fin du mois. Absolument. D'ailleurs, le même à la fin de ses carrières quasiment qu'au début. Pratiquement. Ouais. Et c'est quoi un moment qui te dit, tu vois? Parce que je me suis vu finir prof à l'âge de 22 ans, 23 ans. Et que... Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Je me demande si c'est pas George Washington ou un truc comme ça qui disait... la plupart des gens meurent à 25 ans, c'est juste qu'on les enterre à 75. Ouf. Ok, dur.
Ouais, je comprends. Tu comprends le truc? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je pense que, tu vois, je pense souvent à cette phrase-là parce que je croise beaucoup de Walking Dead. Ok. J'ai croisé beaucoup et j'en croise beaucoup. Ok. Et je connaissais pas cette phrase-là à l'époque quand j'en avais 22, 23. Rétrospectivement, j'ai failli être enterré à 25 ans, quoi. C'est-à-dire que tu connaissais la fin. Ouais. Et le chemin. Donc, j'ai failli mourir à 25 ans et être enterré à 75, ça m'allait pas, quoi. Donc, je pense qu'inconsciemment, tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, je comprends. Et donc, l'histoire, elle est incroyable. C'est l'histoire de comment est-ce qu'on créera ce qui est devenu ensuite Imakina. Je suis dans l'éducation nationale. Je sens que je ne suis pas à l'aise dans l'éducation nationale. Je suis au milieu de nulle part, en plein Limousin. Je dors sur place parce que le lycée est loin de Limoges, où je vis. Et je me lie d'amitié avec le conseiller principal d'éducation, qui s'appelle Martin Majot. On appelle ça les CPE, moi je me rappelle CPE. ça. Ouais. Voilà, exactement. Et je me lie d'amitié avec lui. Et je lui explique, je lui dis, mais moi, Internet, ça m'intéresse, il se passe un truc, c'est une révolution incroyable, on va parler d'intelligence artificielle. On était à peu près dans le même, à cette époque, on est en 96, Ouais. À peu près dans le même délire qu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Lui ne comprend absolument rien. Il est jeune, il a 10 ans de plus que moi, mais c'est pas non plus un vieux coton. Mais il comprend strictement rien à ce que je suis en train de lui raconter. En revanche, il comprend un truc, c'est que je n'ai rien à foutre ici. Ok. Et à l'époque... C'est d'ailleurs incroyable, je te coupe, hein. C'est un conseiller d'orientation. Non, conseiller principal d'éducation. D'éducation. Ouais, donc tu vois, c'est le chef de la vie scolaire. Ouais, ok, d'accord. Voilà. C'est incroyable que lui, en fait, te dise... Oui, il comprend que j'ai rien à foutre ici et que je suis pas fait pour ce truc-là. Et il est musicien comme moi. Et à l'époque, toi, tu t'en rappelles peut-être, mais pour créer une boîte, il fallait 50 000 francs. Je me rappelle très bien, j'ai monté ma première boîte. Voilà. J'avais 20 ans, alors c'est un peu après, Ouais. parce que c'était en 2000, moi je suis en 80, tu vois. Effectivement, il fallait beaucoup d'argent. Il y a juste eu après un changement, pas très longtemps après, où en fait on pouvait monter une boîte avec 1 euro. Avec 1 euro. À l'époque, il fallait 50 000 francs, on était encore en francs en 96. Hein. Et moi, ces 50 000 francs-là, bien évidemment, je ne les avais pas. Et Martin est venu me voir, il m'a dit, écoute, je m'apprêtais à enregistrer mon album, parce qu'il était musicien. J'ai 35 000 francs, je te les donne. Va créer ta boîte. Barre-toi, t'as rien à foutre ici. Et mais il te les donne, c'est-à-dire qu'en fait, il investit dans ta boîte? Alors, c'est ça qui est dingue, c'est que non, absolument pas. C'est-à-dire qu'il me prête de l'argent comme tu prêtes de l'argent à un pote. Il me demande pas en échange des parts de la boîte. C'est même pas ça. C'est un truc. En fait, il était un business angel, sauf qu'il a pas pris de part dans la boîte, hein, qui 20 ans plus tard se revendra 180 millions quand même, quoi. Dingue. Donc, bon. Ouais, fou. Entre-temps, le pauvre Martin est mort. Ok. T'as quand même eu le temps de le rembourser? J'ai bien évidemment remboursé Martin. Les premières années, on n'a fait que ça. Okay. C'était rembourser Martin. Okay. Tous les mois, on avait cette pression de faire du chiffre d'affaires parce qu'il fallait rembourser Martin. Okay. Et lui nous faisait confiance. Et tu vois, on n'avait pas signé de papier ni quoi que ce soit. C'était tapé dans la main. On a remboursé Martin, bien évidemment, jusqu'au dernier euro. C'est fou parce que on parle. Et il n'a jamais rien demandé en échange. C'est fou. Parce que tu vois, on parle beaucoup de love money. Ouais. En fait, là, c'est de la trust money. En fait, c'est de la trust money parce que globalement, il te faisait confiance, il a cru en toi, il t'a accompagné dans ton projet. C'est assez fou, cette histoire. C'est pour ça que je te dis que des fois, la vie, elle repose sur des anges comme ça qui traversent ton. Voilà, Martin aurait pas été là ou ma femme aussi, celle qui est devenue ma femme, nous a prêté un petit peu d'argent aussi. Tu vois, il fallait réunir ces 50 000 francs, on les avait pas. Mes parents, le peu qu'ils avaient, tu vois, c'était un peu ça, mais quelque part, je trouve que il y avait, je voyais ça vraiment comme une injustice à l'époque, le fait de ces 50 000 francs. Je me disais, mais en fait, il y a que les fils de riches qui peuvent monter des boîtes. C'est comme ça que je le vivais, tu vois. J'avais encore le sentiment de la lutte ancré en moi. Rétrospectivement, je trouve que c'était une barrière qui permettait de faire le tri de ceux qui étaient véritablement motivés voilà.
je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, on a facilité tout un tas de choses et qu'on a... on en reparlera sur l'entrepreneuriat entre justement la France et les US. Je pense qu'entreprendre, c'est quelque chose de sacrificiel. C'est pas quelque chose de cool. Moi, à mon époque, ce qui était cool, c'était de jouer dans un groupe de musique. C'était pas de monter une start-up, quoi. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Voilà. D'ailleurs, on oublie un peu de sacrifice. Tu vois, moi, dès qu'on me tend un micro sur un plateau de télévision, j'explique qu'en fait, un chef d'entreprise, c'est pas uniquement celui qui sort des dividendes à la fin de l'année quand c'est un marché. C'est avant tout quelqu'un qui met sa maison en caution, quelqu'un qui se lève tôt, qui a du mal à dormir la nuit, qui en tout cas en France, c'est le cas, 50% des chefs d'entreprise françaises se payent le SMIC ou en tout cas en dessous du SMIC. C'est quand même complètement délirant. Quand ils se payent. Quand ils se payent. Et en fait, par contre, on mélange les super réussites de Bernard Arnault avec le commun des chefs d'entreprise français. Tu vois, en fait, il y a un mélange qui est fait autour de ça, et je suis complètement d'accord avec toi en disant qu'en fait, il y a une forme de sacrifice, en tout cas, pour arriver à faire peut-être qu'un jour ça fonctionne, parce que ça marche pas à tous les coups. Et je pense que tout le monde n'est pas câblé pour ce jeu-là. Oui, tout à fait. Et qu'on a dupé énormément la jeune génération en lui faisant croire que entreprendre, ce n'était pas sacrificiel, que c'était indolore, que tout le monde pouvait le faire, qu'il y avait une forme d'égalité par rapport à ça, ce qui est absolument entièrement faux. Et qu'on va t'aider, que tu vas recevoir des aides, que tu as besoin d'un bureau, va à Station F t'installer. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Ouais, on va en reparler tout à l'heure. J'ai plein de questions autour de ça, mais juste avant, je voudrais revenir sur ton enfance et tes parents. Du coup, tes parents, si effectivement c'est des communistes, quelle discussion tu as avec eux en disant que tu vas devenir chef d'entreprise? Parce qu'en fait, en gros, t'es Satan, quoi, à cette époque-là, non? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que mon père est artisan dans le bâtiment. Okay. Donc lui, il est communiste par amour de ma mère, hein, je pense. Ok. Par affiliation. Ouais. Par mariage. Par mariage. Okay. Je suis pas certain que lui soit forcément. Mais lui dira que par exemple, il est devenu artisan pour une forme de libération du joug du patronat, quoi. Ok. Donc il y avait une forme de révolution quand même là-dedans. Avec une recherche de liberté. Une recherche de liberté. Sauf que je pense que ce qu'il n'avait pas compris, c'est que je pense qu'au fond de lui, il est beaucoup plus libéral que de libération du joug du patronat, mais il y avait aussi une forme d'émancipation individuelle. Parce qu'en plus, c'est la double peine. C'est-à-dire que tu montes ta première boîte avec ton frère, donc c'est-à-dire que dans la famille... Ah bah oui. Tu l'amènes avec toi, parce que je crois que t'es l'aîné. Alors, c'est intéressant. Qui amène qui là, il y aurait un gros débat là-dessus. Ok. Je pense que, rétrospectivement, je pense qu'on n'aurait pas pu y aller ni l'un sans l'autre. Okay. Ça n'aurait pas été possible. Manuel est plus jeune que moi. C'est lui, je pense, qui a l'idée du sujet, et c'est lui qui, en tout cas, me montre ce monde qui s'ouvre de l'Internet et ce monde du digital. Mais c'est moi qui prend les rênes du truc et qui le concrétise, qui trouve l'argent, qui machin, tout ça, et qui fait que ça devient une boîte et que... voilà, je pense que mon côté prof aussi, il y avait besoin de beaucoup de pédagogie à l'époque, donc quand c'était quelque chose qui était émergent et que j'avais peut-être cette capacité à expliquer qui était nécessaire pour vendre, pour recruter, pour tout un tas de choses. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est intéressant. J'ai l'impression que la boucle elle est bouclée aujourd'hui avec ce que tu fais avec Silicon Carnet, avec en fait tu continues à transmettre, c'est un peu le travail d'un prof. Et d'ailleurs ta première boîte, si j'ai bien lu, en fait c'est une agence. Ouais. Qui va faire de la formation pour expliquer comment marche Internet un petit peu, c'est un peu ça. Au début, il faut rembourser Martin. Ok. Donc, on fait à peu près tout ce qui est possible et on est basé à Limoges, en pleine province. Et je crois qu'effectivement, les premières factures qu'on a faites, c'était on formait des gens, envoyait des mails. Ouais, c'est ça, c'est assez fou. Donc, il y a quand même cette logique. Mais regarde, sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tu as des gens qui t'apprennent à prompter. Ouais, je pense que dans 10 ans, on dira, mais tu te rends compte, si tu formais des gens pour prompter. Moi, il y a 2 ans, j'ai acheté une formation pour apprendre à prompter. Bah, bien sûr. Moi, je suis très honnête avec ça, tu vois. J'y connaissais rien. Tu as absolument raison. Et j'ai fait une formation pour comprendre comment fonctionne. En fait, ça fonctionnait le système. Bien sûr.
De la même manière, j'ai fait la même chose avec les crypto-monnaies. Alors, je n'ai pas un portefeuille de crypto-monnaies dingue, mais en fait, quand c'est arrivé, je me suis dit, en fait, c'est important de comprendre comment ça marche. Absolument. Donc, je me suis payé des formations, pour certaines qui n'étaient pas très Ouais, efficaces. il n'y a pas toujours. Il n'y avait pas toujours là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant, en tout cas, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment se former. En tout cas, moi, je sais que je suis comme ton papa, un artisan, j'ai besoin de mettre les mains dans le moteur pour comprendre comment ça marche. Et donc, du coup, il n'y a rien de mieux que de faire, tu vois, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, en fait, cette boîte que vous montez avec ton frère, le lendemain après, j'exagère, mais en tout cas, après, rejoint un groupe qui s'appelle Imakina. Ouais. Donc, en fait, là, c'est votre première relation avec la fusion-acquisition, puisqu'en fait, vous vendez votre boîte contre des titres d'un groupe qui est plus grand. C'est ça que je comprends. Enfin, c'est ça que j'ai compris. Ouais. La boîte se développe. Nous, on est à Limoges. On commence à signer. Je signe un contrat ultra important avec un mec avec qui je suis resté d'ailleurs ami, qui s'appelle Bernard Liotto, qui était le patron de Business Objects, une des premières sociétés digitales qui va devenir un géant du software aux États-Unis, qui se revendra ensuite après à SAP. Et on devient l'agence digitale de Business Objects. Et là, Business Objects nous confie donc sa stratégie digitale. Mais sa stratégie digitale, elle n'a pas lieu qu'en France. Et donc, nous, on est limité géographiquement. Et donc, on comprend très vite que les clients, plus on va signer des clients gros, plus ils vont nous demander d'agir au-delà des frontières. Et Manuel, mon frère, a des amis à Bruxelles qui sont en train de créer Imakina, qui, eux, se sont développés depuis Bruxelles, qui ont à peu près les mêmes problématiques avec des clients aussi internationaux, et qui a pour projet de créer une sorte de conglomérat d'agences en France, en Hollande, en Belgique, etc., pour créer un groupe européen pour servir ses clients de façon plus internationale. Et nous, on va être l'agence française. Et donc, chacun prend une pièce du puzzle. On va rentrer en bourse en 2006 avec Imakina. Et on va chacun constituer une pièce de ce puzzle qui, au départ, était un puzzle à quelques pièces. Moi, je quitterai l'aventure à ce moment-là parce que j'avais envie de faire autre chose. Au moment de l'IPO, toi, tu quittes effectivement. Voilà, exactement. Au moment de la revente, je dis, moi, j'arrive, Manuel reste, mais moi, je pars parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres envies. J'avais plus envie de faire du travail d'agence où il faut aller vendre. Tu recommences tous les ans à zéro, quoi. Tu sais ce que c'est, voilà. J'avais envie de faire du produit et plus du service. Et donc je leur dis, moi je fais pas partie du package, mais mon frère, lui bien évidemment, est resté et a continué à développer le groupe. Lequel groupe va se développer de façon organique en progressant, mais aussi de façon externe, en faisant l'acquisition d'autres agences partout en Europe. Moi, quand je suis parti, je pense qu'on devait être 200 ou 300 au moment de l'entrée en bourse. Quand ça s'est revendu en 2021 à EPAM, qui est une boîte du New York Stock Exchange, qui a décoté la boîte et racheté l'intégralité du groupe, je pense qu'on devait être dans 17 pays et la boîte faisait 4 ou 5 000 salariés. Quoi. Ah ouais, d'accord, Donc la boîte s'était énormément développée en croissance externe. Toi, tu as cédé au moment de ton départ tes participations? Non. Donc tu les as gardées? Oui. Ok. Donc, quand ça s'est cédé, à ce moment-là, tu as transformé, en tout cas, ton papier en... Oui, c'est-à-dire quand on est rentré en bourse, quand on a rejoint Imakina, on a vendu une partie de nos parts au groupe Imakina. Transformé en papier? Une partie en cash, une partie en papier. Déjà. Il y avait une partie de cash qui n'était pas très grosse, mais qui mettait déjà un peu du beurre dans les épinards. Et surtout une partie papier, c'est-à-dire des actions dans le groupe Imakina, qui allaient se valoriser sur la base de la performance de la partie France, dont mon frère avait la charge. Donc il y avait une logique, on peut appeler ça d'earn-out, en fait, sur la partie que vous aviez, sur le développement de la France. Et Manu s'est super bien débrouillé pendant les 3 années du earn-out, et le papier est devenu assez conséquent dans le groupe Imakina. Et là, ton exit à ce moment-là, si tu peux nous donner un chiffre, Caro, parce que toi, je sais que tu demandes beaucoup de chiffres à tes invités, c'est quoi quand tu sors d'Imakina? En fait, tu pars avec quelle somme d'argent, définitivement, quand ça se revend? Au moment, c'est-à-dire avant après, la partie cash total, et la partie papier? Au total, Imakina, ça t'a rapporté combien? Au total, après la revente, ensuite à la fin? Sur les 180 millions? Je sais pas. 12 millions. Ah ouais, ok.
Donc, véritablement game changer. Oui. Ok. Donc, la première partie, quand toi, tu pars de Imakina, globalement, ça met du beurre dans les épinards. Ouais. Et après, la deuxième partie, en fait, c'est vraiment game changer. Bah oui, c'est 2021 quand on revend les parts qui nous restent du groupe Imakina. Et oui, là, c'est game changer. Ouais. Ok. Ouais. Super intéressant. Ouais. Et toi, ça change véritablement ta vie à ce moment-là ou en fait, quand on prend 12 millions d'euros, ça change forcément ta vie, ça c'est une réalité. Ouais, alors c'est mon frère et moi, Ouais, bien donc sûr. voilà, puis t'enlèves les impôts, tu machin, tout ça, nanana, et tu vois le Il truc. reste, ouais, bien sûr. Il reste, mais oui, c'est game, oui, ça change ta vie. Ok. C'est-à-dire que ce que ça change, c'est que moi j'ai l'habitude de dire, c'est suffisamment pour décider de ce que, enfin, j'ai plus de pression sur ce que je vais faire demain. C'est énorme ça. Ouais, Moi j'ai passé ma vie à me dire. T'as des enfants, il faut que ça marche, il faut que tu payes, et t'es prise à la gorge et des fois tu fais des choses que t'as pas vraiment choisi de faire, mais t'es obligé de faire. Bon ben ça, j'ai plus ça, quoi. Tu changes de drive. En fait, le drive change après. Je pense que c'est pas tout à fait le même. Ouais. Et ça donne l'impression que déjà quand tu le quittes, déjà en fait, l'argent c'est pas forcément le drive puisque tu pars en fait à un moment où. Mais l'argent c'est jamais le drive. Si l'argent c'est le drive, tu te trompes complet, quoi. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai rencontrés et qui ont été motivés par faire de l'argent, ça s'est toujours très mal terminé. L'argent est une conséquence, c'est pas un objectif. Si tu entreprends pour gagner de l'argent, c'est la pire décision que tu puisses faire parce que très honnêtement, ton pourcentage de réussite est très très faible en tant qu'entrepreneur. Tu vas te consommer dans ta vie, tu vas perdre énormément de choses parce que c'est, comme on le disait, sacrificiel. Et tes probabilités de réussir à la fin sont très faibles. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent que d'entreprendre. Mais en revanche, c'est vrai que il faut pas le faire pour ça. Mais quand tu réussis, la conséquence, c'est qu'effectivement, tu gagnes de l'argent. Mais c'est une conséquence, ça ne peut pas être un objectif. Je suis content de te l'entendre dire parce que je prêche cette parole-là un peu de partout, tout le monde. En expliquant qu'effectivement la réussite et l'argent est une conséquence en fait du plan d'action que tu vas mener pour essayer de t'emmener ta boîte au succès. Alors c'est facile à dire quand t'as réussi. Les gens quand ils te le disent, quand tu leur dis ouais mais c'est facile, toi t'as gagné un peu d'argent et ton projet a réussi, donc c'est vrai, c'est absolument vrai, c'est beaucoup plus facile à dire comme ça. Mais quand j'étais aux commandes de mes boîtes, de toutes mes boîtes, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de l'amour. Je sais que c'est fou de dire ça, mais c'est comme tomber amoureux. C'est obsessionnel. Tu as une idée, tu as un projet, tu as une vision, et tu es obsédé par cette vision. Tu peux plus dormir la nuit. Ça te réveille. Tu sais, comme l'être aimé, tu as envie de passer le maximum de ton temps avec ce projet, comme si c'était un être aimé. Tout le reste autour ne compte pas. Et donc, il n'y a rien de cérébral, il n'y a rien de rationnel. C'est complètement dans les tripes. Et tu te dis, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et ça te consume. Comme tomber amoureux. Donc, et quand tu tombes amoureux, et quand tu es amoureux de quelqu'un, tu ne te dis pas, je suis amoureux parce que ça va me permettre de gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, on dit qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. L'argent, c'est pas... Non, c'est un truc, tu es obligé de le faire. C'est un truc qui t'obsède. Tu le fais. Et tu réfléchis pas... en fait, tu réfléchis même pas à long terme. Tu dis, c'est obsessionnel. C'est une folie. C'est une folie, entreprendre. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui disait ça. Je me demande si c'est pas Woody Allen qui disait... la différence entre un fou et un génie, c'est le succès. C'est très juste d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis c'est facile de dire ça quand tu as réussi. Parce que si je n'avais pas réussi, on dirait que je suis fou. Ouais, complètement. Mais comme j'ai un peu réussi, on dit peut-être qu'il y a du génie derrière. Non. Il y a de la folie surtout, quoi. Il y avait une folie au départ, il y avait une folie pendant. La vraie question, c'est est-ce que cette folie existe toujours ? C'est pour ça que moi, je parle de la ménopause de l'entrepreneur. Ok, il faut que tu m'expliques ça. Ou l'andropause. Ouais. Mais je pense qu'à un moment, un entrepreneur n'est plus en capacité d'engendrer des entreprises.
Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de le faire, hein. Mais biologiquement, tu ne peux plus. Ça veut dire qu'il a plus Tu ne faim. peux plus enfanter. C'est-à-dire qu'il a plus assez faim. Tu vois, parce qu'il y a aussi. Non, je pense pas que ce soit une question de faim. Je connais des gens qui ont vraiment faim, mais c'est que, comme je le disais, c'est quelque chose de biologique qui est dans les tripes. Okay. Et si il y a des fois, ton corps, il te dit non, c'est pas possible. Tu n'es plus capable comme chez une femme. Tu peux avoir envie d'avoir un enfant, mais si tu es ménopausée, même si tu as vraiment envie de faire un enfant, ton corps ne te le permet pas. Et tu crois pas que c'est lié quand même à la réussite? C'est-à-dire que... À s'embourgeoiser? Ouais, moi c'est une question, tu vois, que je me pose. Je sais pas. Moi je suis pas... D'ailleurs, c'est des questions que j'avais à te poser un peu plus tard. En fait, tu as fait quand même pas mal d'entreprises, en vrai. Ouais. On va continuer à en parler. Et tu vois, je me dis, en fait, à un moment, quand tu es dans un... Tu as gagné un peu d'argent, tu es dans un truc un peu embourgeoisé, où c'est cool, tu voyages en business, tu peux partir en voyage, etc. Est-ce que tu as le même feu sacré pour arriver à transformer en fait une boîte qui commence au départ, parce que tu ne vas pas la construire de la même manière, tu n'as pas les mêmes moyens, tu vois. Tu vas pas... t'es moins skill in the game, parce que même si cette boîte, tu la perds, tu prends pas les mêmes risques de la même manière, donc il n'y a pas tout à fait le même feu sacré, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de questions autour de ça que je me suis noté plus tard, d'ailleurs, en me disant, en fait, est-ce qu'à un moment donné, tu t'arrêtes pas non plus de construire des boîtes parce que, en fait, c'est plus quelque chose qui te nourrit profondément, tu vois. C'est vachement intéressant tout ce que tu dis, hein, parce que je pense que dans tout ce que tu viens de dire là, ça explique beaucoup pourquoi toute cette génération d'entrepreneurs qu'on a voulu créer avec la French Tech ne réussit pas. Ok. Parce qu'elle ne réussit pas. Hein. Ok. Enfin, en tout cas, il n'y a qu'une petite frange. Toute petite. Ouais, tout à fait. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire la French Tech. J'ai reçu ici plein de gens qui me parlent de cette French Tech, tu vois. Moi, il y a eu un Macron qui est venu et qui a expliqué qu'on était une startup nation et qui a mobilisé une génération d'entrepreneurs qui n'avaient pas vraiment envie de devenir entrepreneurs, mais qui en même temps en avaient maintenant la possibilité et à qui on a expliqué que c'était vraiment très cool. Ils ne sont pas payés, en fait. Moi, ce que ça me fait penser. Mais ils n'avaient pas besoin d'être payés. Non, mais attends, ils ne sont pas payés, genre un mindset un peu rock'n'roll. C'est-à-dire, en fait, avant, ils allaient dans les fonds d'investissement de papa et maman. Enfin, je le dis comme je le pense, hein, tu vois. Mais absolument. Et qu'après, derrière, en fait, c'est devenu des entrepreneurs de la tech, donc un peu fun, genre c'est trop cool, tu vois. Ouais. Et les mêmes que tu croisais quelques années avant avec des chaussures pointues en cuir, tu les croisais, en fait, dans les mêmes bureaux, à quelques étages différents, mais avec des baskets blanches aux pieds. Ben voilà, c'est exactement ça. Okay. Et donc, je fais absolument le même constat que toi. Et il est cruel, ce constat-là, et on me reproche beaucoup de le faire. Hein. Okay. Mais moi, je l'ai vu parce que les gens pensent que la tech est née avec Macron. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il essaye de faire comprendre. Il essaye de faire croire que la technologie n'existait pas avant lui et que c'est lui qui a inventé la technologie à la française. Il y a mis une marque dessus, il a mis French Tech. C'est faux. Il y avait une tech avant, je suis désolé. J'étais là en 96. Par contre, il a financé. On ne peut pas dire le contraire. Il a financé. Il a déversé des tonnes d'argent. Il a déversé des tonnes d'argent, mais sur des gens à qui on a fait croire qu'ils pouvaient être entrepreneurs, mais qui étaient tout sauf des entrepreneurs, pour exactement les raisons que tu disais. C'est que finalement, ils n'avaient pas grand-chose en jeu. Je suis d'accord. Et qu'ils ne misaient pas grand-chose, et que si ça ne marchait pas, c'était pas très grave. Et que de toute façon, on leur avait ouvert énormément... on leur a donné des aides, on leur a donné des lieux, on leur a facilité énormément les choses. Et en plus, si ça se plantait, c'était pas très grave. Soit parce qu'ils avaient le bon diplôme, ou soit parce qu'ils venaient de beaux quartiers, ou voilà. Donc, il y avait des parachutes, ça c'est certain. Voilà, il y avait du parachute un petit peu de partout. Et est-ce que la tech, en vrai, c'est pas périssable comme modèle économique? Tu vois, moi, c'est l'impression que ça me donne. Tu vois, d'ailleurs, dans ton parcours, on va y revenir, mais après, tu as monté Blue Kiwi, après, tu as monté d'autres boîtes, aujourd'hui, tu investis, tu es investisseur, etc. Est-ce que la tech, le fait qu'elle lève de l'argent, ça oblige effectivement à ce que ça s'arrête à un moment donné, la boîte dans laquelle tu vis? Pourquoi je te parle de ça? Moi, je dirige un groupe dans lequel je suis actionnaire à 100%. Bravo, félicitations. Ouais, merci. Et en fait, aujourd'hui, moi, je pense que... Reste-le. Ouais, je sais pas si j'y resterai jusqu'au bout, parce que pour avoir des grandes ambitions, il faut avoir beaucoup d'argent aussi pour pouvoir le faire. Donc, la vitesse de ton déploiement dépend aussi de l'argent que tu es capable de pouvoir investir sur les sujets. Mais en tout cas,
la question, c'est de se dire, moi, le jeu que je mène, le jeu auquel je joue, c'est un jeu qui est sans fin, parce que je veux faire la plus belle boîte de BTP mondiale, tu vois, ou européenne, etc. Et j'ai l'impression que mon jeu, le mien que je joue, il n'a pas de fin. Alors que celui de la tech, ça donne l'impression qu'en fait, dans tous les cas, il y a une clause de rendez-vous avec les fonds, qu'il faut qu'ils sortent avec leur TRI, et qu'en fait, il y a une obligation d'exit, de cash-out, etc. à un moment donné, en fait, qui fait que la boîte dans laquelle tu le mènes, en fait, c'est périssable, ça s'arrête à un moment. Oui, non, mais tu as absolument raison. À partir du moment où tu fais rentrer des investisseurs dans ton capital, il y a une date de péremption. Ces gens-là ont besoin de sortir. Mais moi, je ne comprends pas. Il y a quand même une culture économique très, très... enfin, les gens ne comprennent pas en France comment marche le business, quoi. C'est dingue, quoi. C'est-à-dire par exemple, ils célèbrent la levée de fonds. C'est ridicule. Ouais. Tu viens de vendre des parts de ta boîte à des financiers. C'est comme si alors, tu en as besoin, parce que tu as besoin pour avancer de cash, mais c'est du carburant dans ta bagnole. J'ai jamais vu quelqu'un aller à la station-service et se mettre à faire la hola après avoir fait le plein de sa bagnole. Et après avoir payé le plein de sa bagnole. Parce que quelque part, ça a un prix. Le fait de ce truc-là. Et puis en plus, ils payent des commissions pour pouvoir mettre effectivement de l'argent. L'argent des investisseurs, c'est l'argent le plus cher qui existe au monde. Ok, donc on va faire un petit cours de finance là pour les entrepreneurs de 101, tu vois, vraiment de choses très très basiques. L'argent le plus favorable pour un entrepreneur, c'est le chiffre d'affaires. Ok, il n'est ni dilutif, c'est-à-dire qu'il ne dilue pas, c'est pour ça que tu as toujours 100% de ta boîte, et il n'a pas de taux d'intérêt. Ok. Ensuite, l'argent le plus cher que le chiffre d'affaires, il y en a, c'est le prêt. Tu vas voir ta banque qui te prête de l'argent, ça ne te dilue pas, tu as toujours 100% de ta boîte. Par contre, il faut rembourser ce prêt-là, et ce prêt a un taux d'usure. Il a des intérêts, donc cet argent-là, tu vas rembourser plus que ce qu'on t'a donné. Et ensuite, l'argent au-dessus, le plus cher, c'est celui des investisseurs. Pourquoi ? Il est dilutif. On va prendre une partie de ta boîte, tu n'as plus 100%. Okay ? Il a un taux d'usure. Ça s'appelle les liquidation preferences. Quand tu vends ta boîte, il faut rembourser les investisseurs, quelquefois même avec un taux d'intérêt. Et ensuite, ce qui reste est partagé au prorata des actions des actionnaires. C'est l'argent le plus cher au monde. Et donc, les gens qui célèbrent en disant « Ouais, j'ai levé de l'argent, c'est génial ». Non, tu viens juste prendre l'argent le plus cher qui existe sur le marché. Plus cher parce que c'est celui aussi qui comporte le plus de risques. C'est-à-dire pour toi que... Oh non, pas pour l'investisseur, je parle. Ouais, mais l'investisseur, on s'en fout. L'investisseur, c'est son travail de prendre des risques. Mais tu ne crois pas que ça va changer, ça, Carlos ? C'est-à-dire tu ne crois pas qu'en fait... Alors peut-être que c'est moi qui me trompe, parce que encore une fois, je ne fais pas partie de cet écosystème, mais j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, les entrepreneurs sont quand même plus au courant de ce qui se passe et la relation qu'ils ont avec les fonds, etc. Tu vois, ils ont compris aussi la supercherie qu'à un moment... il n'y a pas de supercherie, c'est juste que c'est le modèle, il est comme ça et qu'ils ne le connaissaient pas et qu'ils jouaient peut-être selon des règles, mais c'est de leur faute à eux, c'est pas de la faute des investisseurs. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Les investisseurs, voilà, ils font leur métier, c'est leur métier de... Entièrement d'accord. Mais non, je pense pas ça va se tarir. Oui, d'abord, il y a moins d'argent disponible pour eux, donc ça, c'est forcément... mais il faut faire très attention parce qu'il y a des fois l'argent du capital risque, il est nécessaire. Quand tu es un entrepreneur, soit tu as un produit que tu peux vendre immédiatement et que tu peux faire du chiffre d'affaires, auquel cas, tu n'as ni besoin d'emprunt, ni besoin du capital risque. Fais-le. Si tu peux faire du revenu, fais du revenu. Encore une fois, c'est le meilleur argent au monde. Maintenant, il y a des fois, tu peux faire du revenu, ce qui est peut-être ton cas, mais tu as besoin de prendre des marchés et que donc tu as besoin de fonds de roulement ou tu as besoin de te développer sur d'autres marchés, mais tu peux leverager, je ne sais pas comment on dit en français, l'effet de levier. Faire un effet de levier sur ton chiffre d'affaires, ta trésorerie, et donc tu peux aller voir ta banque qui peut te donner un emprunt. Pour il y a plein de mécaniques d'ailleurs. Et plein de mécaniques pour ça, donc ça à la limite, fais-le. Mais il y a des fois, sur certains business, et et notamment dans la technologie, tu ne peux pas faire de chiffre d'affaires parce que tu es en train de fabriquer une technologie. Prenons l'exemple, on parlait d'intelligence artificielle d'une boîte comme OpenAI, sort ChatGPT
et le met dans nos mains en 2022, mais ça fait 8 ans qu'elle bosse sur ChatGPT et qu'elle fait de la recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle. Pendant ces 8 années, elle fait 0 de chiffre d'affaires. Elle ne peut pas non plus demander de la dette auprès de la banque parce qu'elle n'a rien à mettre en levier, en effet de levier. Donc, elle doit faire appel au capital risque, qui est l'argent effectivement le plus cher, mais celui qui va prendre le plus de risques à tes côtés. Parce que si ça plante, elle peut rien. Tu perds l'intégralité de ce que tu as. Donc, dans certains cas, le venture capital, le capital risque en français, d'ailleurs, c'est 2 termes complètement opposés entre l'Amérique. Tout à fait, ouais, complètement. Justement, on va en parler. Mais est nécessaire et indispensable pour les entrepreneurs. Et quand on dit oui, on revient un petit peu, mais moi, ça me fait très peur de dire on revient un petit peu sur le capital risque. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on va avoir des entrepreneurs qui vont se concentrer sur du chiffre d'affaires. Très bien, c'est génial. Mais on a aussi besoin d'entrepreneurs qui ont des projets ultra ambitieux, qui ne peuvent pas faire de chiffre d'affaires immédiatement, qui rêvent à des choses qui sont vraiment aux limites de certains modèles, et que si on n'a pas ça, ben on va faire des PME digitales. Et ben justement. C'est très bien, mais est-ce que on a besoin aussi j'aimerais bien qu'on fasse aussi des OpenAI et des Google en France, quoi. Mais ok, ça je comprends parfaitement. Et d'ailleurs, on a Mistral, on va en discuter tout à l'heure. Parce que d'ailleurs, OpenAI aujourd'hui, moi je suis assez fier de ça. En fait, leur nouvelle DG, en fait, Fidji, ouais. Elle est sétoise, donc elle vient de la même ville dans laquelle j'habite moi aujourd'hui. C'est une copine. Je trouve ça incroyable. Enfin, elle a un parcours complètement dingue. Ouais, mais elle est passée par Meta. Fille de pêcheur. Enfin, c'est quand même assez dingue. Son parcours est assez fou. On en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que le problème aussi, il n'est pas là ? C'est qu'en fait, on a fait rêver à tout le monde le fait de faire des Google à la française, alors qu'en fait, nous, on n'a pas les moyens de le faire comme ça en France. On n'a pas le même argent qu'eux. On n'a pas les mêmes infrastructures pour le faire, et qu'en fait, on fait rêver tout le monde à des licornes, alors qu'en fait, en vrai, ils ont que des chevaux qui sont dans les champs. Tu vois, et c'est absolument pas des licornes. Oui, mais je fais pas le même diagnostic que toi. Je pense qu'on a fait rêver la France en disant nous aussi, on va avoir nos géants du numérique. Mais ce qu'on a financé n'était pas des géants du numérique. Et que je pense que la responsabilité, elle est certes de l'État, qui a saupoudré parce que la France est dans un modèle politique basé sur l'égalité. Donc, en gros, on saupoudre et on donne à tout le monde et on verra bien ce que ça donne. Mais il y a aussi une responsabilité chez les entrepreneurs qui ont fait des projets en France pour pallier à certaines carences de l'État français et qui n'étaient pas des projets à échelle internationale ou qui technologiquement n'allaient pas tu vois, au bout du truc, quoi, qui n'étaient pas des breakthroughs aux États-Unis, c'est-à-dire des choses qui changent véritablement complètement le marché. Voilà, qui disruptent complètement le marché et qui changent complètement le monde à base de technologie. Je pense que les entrepreneurs français ont aussi leur part de responsabilité là-dedans et pas simplement l'État. L'État a une part de responsabilité énorme parce qu'il a voulu faire de la technologie un argument politique et un objet de communication pour Macron, parce que ça le rendait cool et ça le rendait moderne. Ce qui est une erreur fondamentale parce qu'à partir du moment où tu annexes l'entrepreneuriat et la technologie au monde politique, ça veut dire que les entrepreneurs doivent se mettre au rythme de l'administration. Et on sait à peu près quel est le rythme de l'administration. Donc, tu as des éléments qui courent très, très vite, à qui tu mets la bride et que tu restreins dans leur vitesse parce qu'il faut qu'ils se calent sur le rythme du politique et notamment le rythme de l'administration. Connerie monumentale. Et c'est pour ça que tu es parti ? En partie pour ça que je suis parti. Ok. Exactement. Donc ça, c'est une des premières conneries. Et puis la deuxième connerie, c'est que les entrepreneurs qu'on a équipés pour faire ça se sont concentrés sur des sujets franco-français, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Tu vois ? Et on a fait des boîtes comme Blablacar, super boîte, mais qui finalement vient régler le fait que la SNCF fait pas son boulot. Ouais, puis avec ou Doctolib.
c'est chiant de prendre un rendez-vous chez le médecin parce qu'il y a des problèmes, il y a des déserts médicaux et que c'est compliqué, etc. On fait Doctolib. Tu crois que c'est des boîtes qui sont pas scalables en dehors des frontières françaises ou en dehors c'est d'Europe? sûr. Okay. Et c'est ça qui Oui, puis c'est surtout des services, quoi. Tu vois, c'est pas des. On n'est pas au niveau de l'infrastructure. Je comprends. On n'est pas en train de fabriquer Nvidia qui fait des chipsets, qui fait vraiment des puces qui sont révolutionnaires et qui vont être utilisées mondialement partout. On n'est pas en train de fabriquer un Google ou un Amazon avec son cloud. Tu vois, on a essayé quand même parce que il y a eu Presse Ministère. Moi, je te parle des choses qui font partie de mon époque, en tout cas. Ça, c'est du e-commerce. Mais par rapport à Amazon, il y avait quand même des players, mais sauf que des players qui sont vendus, qui sont restés de l'autre côté de l'Atlantique et qui, en fait, eux, ont réussi à investir en Europe et les autres marchés, etc. Tu vois, parce que il y avait quand même des idées, des manières de les exécuter à une période, en tout cas au début d'Internet. Hein, tu parlais des fins des années 90, mais même après, dans les années 2000, tu vois. Avec des vrais projets entrepreneuriaux, mais qui ont tous été rachetés par les US. Enfin, moi, ceux que j'ai en tête, tu vois. Ou par les US, en tout qu'il Minister, c'est par Rakuten au Japon, mais enfin, effectivement, par des acteurs internationaux. C'est ça, parce que dès qu'il s'agit d'aller à l'international, ça demande énormément de capitaux, et puis, ou qu'on ne sait pas faire. Hein. C'est tout. Mais ça, pour moi, ça, c'est pas très, très grave. À la limite, ça fait partie du cycle. On a besoin d'entrepreneurs qui vont à l'international, qui apprennent des choses, qui revendent peut-être leur boîte, mais qui, avec ce qu'ils ont appris, recommencent et vendront plus tard. Et au bout d'un moment, vendront pas. Mais ça prend du temps. La Silicon Valley, elle a mis 50 ans à se créer. C'est des décennies et des décennies avant d'arriver là. Nous, c'est vrai que notre écosystème, il est encore jeune. Mais on a quand même aujourd'hui 20 ans. Donc, on est quand même en droit de demander qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Puis, ça a coûté beaucoup d'argent. On a injecté énormément d'argent public dans ce truc-là. Ce qui n'est pas le cas aux US. Au début, si. Quand la Silicon Valley s'est créée, ça a été beaucoup des fonds, notamment de l'armée, avec la DARPA et le Pentagone, qui avaient besoin de financer ces technologies pour des raisons militaires. Et puis, il y a eu aussi la NASA aussi. Il y a encore c'est pas des subventions, mais en tout cas des projets, des contrats publics. Mais non, le privé a entièrement a pris le dessus sur le public. C'est quoi le plus grand écart que tu as vu, toi, dans le passage dans ces deux mondes? Donc, toi, tu pars, ce qu'on disait tout à l'heure, si on prend le fil, tu pars à ce moment-là, pour déplacer ta boîte Blue Kiwi à San Francisco. C'est quoi le choc culturel quand tu arrives là-bas? Le choc culturel, c'est celui de l'espace. Et de l'espace, c'est-à-dire je sais pas toi, mais les étoiles ou l'espace? Non, c'est l'espace. J'ai toujours eu le sentiment en France de gêner, de déranger. J'ai toujours eu le sentiment, parce que j'avais pas forcément le diplôme ou parce que je ne correspondais pas, je sais pas. Peut-être mon nom, peut-être, je sais pas. J'avais toujours l'impression de devoir, faire ma place et qu'il n'y avait pas assez d'espace pour moi. Je te pose une question là-dessus. Ma fille apporte le même nom de famille que moi. Moi aussi. Voilà, elle veut faire ses études aux États-Unis. Je trouve ça génial, tu vois. Et elle m'a posé la question là récemment en me disant, papa, est-ce que tu penses qu'un nom à connotation hispanique aujourd'hui aux US sera quelque chose qui va me desservir? Elle m'a dit avec Trump. Avec Trump, les universités américaines, en fait, c'est en train de durcir de manière très très importante, en tout cas l'accès aux universités américaines. Erreur pas erreur, on aura l'occasion d'en reparler. Toi, quand tu arrives là-bas avec ton nom de Carlos Diaz... Ouais, mais moi je suis dans un univers démocrate. J'arrive sous Obama. J'arrive sous Obama. Bon, non, je vais me taper Trump 1. Ah ouais, ok. Je vais me taper Trump 1 assez rapidement. Moi, on m'a toujours posé la question en France si j'étais pas portugais, moi. Comme moi. Est-ce que c'est écrit avec un S ou un Z? Exactement. Mais toujours avec une petite notion de la part des Français, comme si portugais, c'était un peu moins bien qu'espagnol. Entièrement d'accord avec toi. Mais c'est jamais aussi bien que français. Mais tu sais comment on me pose cette question-là? C'est dingue. Et après, même,
quand on me présente dans la presse, etc., en fait, on a du mal à parler du mot d'ouvrier. Parce que moi, j'étais ouvrier, tu vois. Oui. Et en fait... moi, je viens d'un monde du moi, j'ai ouvrier. aucun problème avec ça. Et j'insiste à chaque fois pour dire, en fait, précisez bien dans votre article ou dans votre papier qu'en fait, je suis un ancien ouvrier. J'ai aucun problème avec ça. Bien sûr. Et comme Rodriguez, en fait, voilà, c'est espagnol et même si ça serait portugais, quel est le problème? Mais je suis d'accord avec toi. Aux US, on m'a jamais posé la question. Okay. Et donc, sur le modèle entrepreneuriat US versus modèle français, c'est quoi pour toi les grandes différences? Pourquoi chez eux, en fait, ça marche? Est-ce que c'est parce que c'est processé? Non. Est-ce que c'est parce que il y a plus d'idées, il y a plus de mécanique, il y a plus de volonté d'entreprendre? Tu vois, moi, je fais juste une digression là-dessus. Je suis allé faire une intervention aux US, à New York, devant les grands donneurs d'ordre, en fait, qui sont propriétaires des bâtiments de New York. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nouvelle réglementation à New York. Il fallait et qu'un Européen connaît très bien le sujet des réglementations. Exactement. Donc, tout à fait. Ils se disent, j'étais invité on est des là-bas, experts de la réglementation, nous. Pour parler de mon aventure après l'incendie de Notre-Dame, parce qu'on a participé au sauvetage et à la reconstruction de Notre-Dame, etc. Et puis, effectivement, pour parler de la manière dont ça se gérait en fait en France sur la réglementation qui était une obligation pour les États-Unis qui étaient en train d'arriver sur le contrôle de leur building une fois tous les 5 ans pour éviter qu'il y ait des échafaudages au sol à New York de partout parce qu'il y a des éléments qui tombent des façades. Et donc, je parle très très mal anglais, etc. C'était une aventure un peu épique pour moi. Et en fait, moi, la chose la plus importante qui m'a marqué, tu sais ce que c'est? Non. En fait, les mecs là-bas m'ont dit, mais comment t'as fait en partant de là-bas, de là où t'étais, d'ouvrier, pour monter ta boîte, etc. Les mecs m'ont posé la question de la méthode. Tu vois, c'est le truc qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi la recette, quoi? Ouais, là-bas, ils me posaient des questions là-dessus. Ici, quand je fais des interventions pour parler de ça, etc., en fait, soit on me pointe du doigt parce que maintenant je suis un méchant patron, donc forcément, si j'ai réussi à faire ça, globalement, c'est que j'ai esclavagisé forcément. Ouais, tu vois, j'ai un truc avec mes salariés, c'est-à-dire qu'en fait, la richesse que je crée, c'est parce que je leur prends à eux la richesse que je veux pas créer. Ça, etc. c'est un drame absolu en France. Ça, Moi, j'ai été vraiment, franchement, pour de vrai, je me suis dit, mais en fait, c'est l'Eldorado là-bas. En fait, là-bas, j'arrive là-bas, on me demande comment j'ai fait, on me parle avec respect. Tu vois, il y avait une dynamique très positive en vrai. En fait, ce que tu as découvert aussi, c'est welcome home. C'est-à-dire que tu es sur la terre des entrepreneurs. Donc, ce que tu fais n'est pas suspect pour la première fois. Tout à fait. Tu as certainement une expérience et une méthodologie et une façon de le faire qui est intéressante. Et les États-Unis, et ça, c'est un truc qui m'a frappé aussi. Il y a plein de choses. Là, tu me demandes un truc, je te parle de l'espace, mais il y a tellement de choses qui m'ont frappé. Et par rapport à ce que tu dis, un truc qui est très, très vrai, c'est qu'il n'y a pas la dimension de secret aux États-Unis. C'est-à-dire, on t'a demandé la méthodologie, comment tu as fait? Parce que les gens partagent leur façon de faire, leur manière de faire. Je te donne une anecdote. Quand j'ai créé The Refiners, qui était un accélérateur avec un fonds pour investir dans des... on n'avait jamais fait ça avec Pierre et Géraldine, on avait créé ça. On n'avait jamais fait ça auparavant. Mais des accélérateurs, il y en avait plein dans la Silicon Valley. On a envoyé un message aux deux principaux, YC, Y Combinator, et 500 Startups à l'époque. 500 Startups nous a répondu, nous a dit, ouais, venez, on en discute, on se boit une bière, 30 minutes. Donc on y va avec Pierre, Géraldine n'était pas là, 30 minutes, on s'assoit avec les gars de 500, donc ce sont des concurrents, on est d'accord. Et ils nous disent, qu'est-ce que vous voulez savoir? Et nous, on leur dit, tout, parce que nous, on débarque, on veut monter ce machin-là, et on n'y connaît rien. Donc, c'est quoi ta méthodologie? C'est quoi ta recette? Pareil, quoi. Donc, nous, on pose la question à 500 Startups. Et là, ils commencent à tout nous expliquer. Mais tout. De A à Z. Avec les secrets, surtout fais pas ça, machin. Au bout d'un moment, je les arrête. Parce que moi, j'arrive de France. Enfin, je suis français. Donc là, tu dis, waouh, attends, bouge pas. Là, ils sont en train de me donner tous leurs secrets, leur façon de travailler, combien il faut payer les gens, combien tu investis, combien de pourcentage tu prends dans les boîtes, tout. Toute la recette. Et je les arrête et je te dis, mais pourquoi vous nous dites tout, quoi? Parce qu'on va être concurrents demain. Et là, Marvin, qui est le mec de 500 Startups, me dit un truc qui me restera à jamais et qui, je pense, tu cherches la différence fondamentale entre la France et les États-Unis, ou l'Europe et les États-Unis, et là, tu vas la comprendre. Le mec me regarde dans les yeux et il me dit, tu as décidé de rentrer sur mon marché. Je ne peux pas changer cette décision-là.
elle t'appartient. Donc maintenant que tu es sur mon marché, j'ai intérêt à ce que tu sois bon, parce que si tu es mauvais, tu vas détruire mon marché. Très intéressant. Donc, j'ai besoin que tu sois bon sur le marché, parce que ensemble, on va faire grossir le marché, et que si tu es mauvais, tu vas le réduire, le marché. Maintenant, tu vas être bon, parce que c'est nécessaire pour que le marché se maintienne et grandisse, mais je serai meilleur que toi. Super intéressant. Tu vois ? Et puis, tu as donné Mais une je ne market peux pas me practice. permettre que tu sois mauvais. Tout à fait. Mais par contre, je veux que tu sois bon. Je comprends. Mais par contre, je ferai en sorte d'être toujours meilleur que toi. C'est grosse différence culturelle. Entièrement d'accord avec ça. Et du coup, la Silicon Valley, maintenant, toi, ça fait combien de temps ? 15 ans ? 15 ans maintenant, j'y suis. C'est un vrai Eldorado ou c'est un mirage en vrai, Carlos ? Non, c'est un endroit où les miracles ont lieu. Ok. Alors, les miracles, ils sont rares. Mais c'est un endroit qui est propice. Tu sais, en France, on a Lourdes. Dans la tech, il y a San Francisco et la Silicon Valley. Mais c'est pour qui ? Quand est-ce qu'il faut y aller ? Et comment on y va ? Alors, c'est pour qui ? Ça, c'est une très bonne question. C'est pour les meilleurs du monde. Ok. C'est la Champions League. D'accord. Tu vas dans la Silicon Valley, dans le secteur de la tech. Comme tu vas jouer au Barça. Moi, je suis du Barça. Ok. Alors, d'autres diront du Real, mais je préfère dire du Barça. Ok. C'est la Champions League. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne qualifie pas. Ok. En tout cas, tout le monde peut essayer d'y aller. Et voilà. Mais il faut un certain niveau, en tout cas, pour y jouer. Donc, c'est fait pour ces gens-là. Et c'est très, très difficile. Parce que la compétition est hyper... tu as les meilleurs du monde dans ce domaine-là, qui sont concentrés là-bas. C'est l'endroit sur Terre où il y a le plus de doctorants au kilomètre carré. Qui viennent du monde entier, d'ailleurs. Qui viennent du monde entier. Ils recrutent dans le monde entier, Ces gens-là, qui sont les meilleurs au monde, ne sont pas des Américains. 60% des entrepreneurs de la Silicon Valley ne sont pas nés aux États-Unis. C'est dingue, ça, ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que l'administration Trump, aujourd'hui, avec sa politique d'immigration, fait une erreur colossale. D'ailleurs, il a corrigé sa politique d'immigration avec le H-1B, qui était ce visa où il a mis $100 000. Tout à fait, j'ai vu. Voilà, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas arrêter complètement l'afflux de cerveau dans la Silicon Valley, parce que c'était un véritable handicap, à la fois pour la Silicon Valley, mais aussi pour les États-Unis en général. Statistiquement, dans le domaine de la tech, il y a à peu près 300 entrepreneurs par an qui sont capables de faire des entreprises qui vaudront plus de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ok. Parmi ces 300 entrepreneurs candidats, ça ne veut pas dire qu'il y en a 300 qui le feront, il y en a 200 dans la Silicon Valley. Ah oui, d'accord. Et 100 dans le reste du monde. Ils sont concentrés dans la Silicon Valley. Donc la compétition entre eux est colossale. Et ce qui développe un fear of missing out, c'est-à-dire du côté des investisseurs, merde, il y a ces entrepreneurs qui sont incroyables, qui vont être les prochains Sam Altman, les prochains Elon Musk, donc il faut qu'on investisse dans ces gens-là. Donc il y a énormément de compétition aussi entre les investisseurs pour aller identifier ces prochaines stars qui sont comme des joueurs, tu vois, comme Mbappé au football. Comment est-ce qu'on identifie le prochain Mbappé ? Comment est-ce qu'on identifie le prochain Messi ? Et ils sortent forcément de Y Combinator, Ils peuvent sortir de là, mais ils peuvent sortir aussi des universités. Donc, ils peuvent sortir de Stanford, ils peuvent sortir de Berkeley pour les universités locales, mais ils peuvent sortir aussi du MIT, si on va sur la côte Est. Là, on est à Boston. Ils peuvent sortir de Harvard aussi à Boston. Donc, il y a des grandes universités comme ça qui... ils peuvent sortir de là. Ils peuvent sortir des autres startups. Quand on a parlé, par exemple, de la PayPal Mafia, chez PayPal, il y avait Peter Thiel, Elon Musk, David Sachs, des entrepreneurs qui ensuite ont créé des boîtes derrière. Donc, ça peut sortir des entreprises elles-mêmes. Donc, ça peut sortir de plein d'endroits. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça sort du bas. Et ça sort pas du haut, quoi. Ma question d'après, c'était donc qui, j'ai compris, quand on y va et comment on y va. Quand on y va, quand on est un entrepreneur européen, français, et comment après on fait pour que ça fonctionne, pour qu'on Alors, comment on rencontre les gens, comment. Alors, qui on a vu
J'ai bien compris. Qui, quand est-ce qu'on y va? Si tu es un entrepreneur européen, moi j'ai cette question régulièrement qui est de me dire quand est-ce qu'il faut que j'aille dans la Silicon Valley? Bon, bah, déjà, qui tu es? OK. Pour revenir aussi sur un profil psychologique qui est particulier aussi. Ça suffit pas d'être bon. Il y a aussi, je pense que tu as une fracture, tu as quelque chose, tu as envie de prouver quelque chose à toi-même ou aux autres. Donc ça, c'est un élément très très important. Il faut qu'il y ait quelque chose de cassé. Je pense que toi tu l'as, que moi je l'avais par notre parcours. Ou faut qu'il y ait quelque chose du parcours qui a un drive fort pour pouvoir tenir la pression. Ouais, c'est ça que tu veux dire? Ou voire même quelque chose. Ou peut-être même une neurodivergence. Ok, je comprends. Tu peux être un peu Asperger, tu peux être machin. Tu as une difficulté à te retrouver avec le reste du groupe social. Ok. Qui fait que ça te pousse à... Ça peut être un trauma, mais ça peut être aussi une forme de divergence. En fait, en gros, si tu es confortablement installé dans ton microcosme parisien et que le groupe social te reconnaît, il n'y a pas de raison de partir. La vie à Paris, elle est formidable. Elle est très agréable. J'adore revenir à Paris. Moi, je trouve les gens beaux, déjà. Moi, je vis à San Francisco, les gens sont laids. Ils sont moches, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quand j'arrive à Paris, je trouve tout le monde beau. Tu veux que je t'avoue un truc? Moi, ça me rend triste, San Francisco. Peut-être, ouais, peut-être. C'est une énorme prison avec des barreaux dorés, quoi. Alors, je connais pas assez la Silicon Valley, en vrai, hein, mais à chaque fois que je suis passé par San Francisco, en fait, je vois un décalage qui est tellement important entre les gens qui ont rien et ces rues Alors ça, on peut en parler. Tu vois, mais en fait, c'est un vrai sujet. Il y a un tel écart entre les gens qui ont et les gens qui ont rien que moi, ça me rend triste. Je vais te dire pourquoi. Il y a deux choses. New York, ça me rend triste. San Francisco, ça me rend triste à chaque fois. New York, ça te rend plus triste puisqu'on les a foutus dehors, tu les vois plus. Ouais, mais ça me rend triste quand même New York parce que je vais te dire pourquoi. Parce que c'est quand même le pays de la surconsommation. C'est l'endroit de la surconsommation. Et pour moi, dans mon esprit d'Européen français, New York, c'est les gens intelligents du monde, des États-Unis, la première puissance mondiale, ils sont à New York. Et à tous les gens intelligents. Je me dis, si les gens intelligents font ça de New York, je me dis, comment c'est possible? Et San Francisco, je me dis, putain, c'est l'endroit où il y a le plus de richesse qui se crée dans le monde. Je pense que c'est pas une erreur de le dire comme ça, tu vois. Et ils n'ont pas réussi à avoir un modèle social qui tient à peu près la route, quoi, tu vois. Bon, alors, là, on va faire une digression. Est-ce qu'on l'a fait maintenant ou est-ce que... Parce qu'on était parti sur... C'est toi qui choisis. Mais on peut la faire maintenant, ouais. Ok, donc on l'a fait maintenant. Il faudra qu'on revienne à quand est-ce qu'on est... Quand est-ce qu'on part... voilà. Donc, je disais, le qui, c'est des gens avec un énorme talent et qui ont besoin, qui sont pas en adéquation avec leur milieu en France et qui ont des ambitions démesurées. Donc, c'est ça qui. Ok. Donc, gardez ça en mémoire et on reviendra ensuite sur le quand. Sur cette histoire dont tu dis ce décalage et tout ça, bon, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, les États-Unis ne sont pas une plateforme sociale. L'Europe et la France est une plateforme sociale. Et je ne suis pas en train de dire c'est mieux, c'est moins bien, etc. C'est un constat. C'est un constat. Oui, tout à fait. Les États-Unis, c'est une plateforme économique. C'est une plateforme sur laquelle on fait de la thune et du pognon. Au détriment de plein de choses. Oui, bah tout oui. à fait. Bah oui. Et quand Trump revient après les années Biden et qui dit « drill, baby, drill », le message qu'il est en train de faire redonner aux Américains, c'est de dire « nous nous sommes trompés, nous ne sommes pas l'Europe, nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas une plateforme sur laquelle nous allons réduire les inégalités sociales, nous ne sommes pas une plateforme sociale, les États-Unis, c'est une plateforme économique, avec ce mythe de la frontière, d'aller dépasser les limites, voire même les limites géographiques, voire même les limites physiques, pour repousser et faire du business. C'est ça le message de Trump. C'est ça le message de Trump. Et la France, aujourd'hui, regarde les États-Unis en se disant « mais c'est terrible sur le plan social ». Ce n'est pas le sujet des États-Unis.
Oh, mais t'es d'accord avec moi que c'est terrible. Moi, je marche dans les rues de San Francisco. Les Américains regardent l'Europe en disant c'est terrible sur un plan économique. Oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Tu vois, et ils ont raison, c'est terrible. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que vous pouvez économiquement vivre dans une société avec autant de talents, avec autant de consommateurs, et être incapable d'être le leader mondial parce que vous croulez sous les dépenses de votre système social et d'une autre, tu vois, je dis votre, tu vois, c'est l'Américain qui parle, tu m'as présenté comme un Franco-Américain, et donc là, les Américains ne comprennent pas ça, tu vois, donc ils ont la même, ils ont tu vois, une lecture aussi inverse, et je pense que l'erreur qu'on fait, nous, Français, c'est de considérer que les Américains sont comme nous. Comment la Silicon Valley voit la French Tech? Toi qui discutes avec eux, comment ils la voient? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un point sur la carte en Europe? Ça n'existe pas. Ok. J'ai jamais eu quelqu'un dans la Silicon Valley qui m'a dit la French Tech, il se passe un truc vraiment en France. Non, c'est. Et même avec l'arrivée de Mistral, là. Personne ne parle de Mistral. Personne ne parle de Mistral là-bas. C'est très franco-français, très. Il y a un Américain qui m'a dit l'autre jour, et je lui ai parlé de Mistral, moi. Ok. Parce que même si les gens pensent que je suis très critique, et je le suis, de l'usage qu'on a fait de Mistral par le politique qui en a fait une sorte de totem, mais j'ai beaucoup d'admiration pour la boîte elle-même. Et donc j'en parle régulièrement là-bas, et un Américain me disait « Ah ok, mais si Mistral était bon, ça se saurait quoi ». Tu vois, c'était ça. T'es hyper dur quand même. Mais c'est hyper dur. J'entends. Tu vois, on l'utilise. Ouais. Il me disait, mais on l'utiliserait. On serait tous en train de l'utiliser. Ça serait un produit que voilà. Il me disait, mais tu vois, c'était pas. Il était pas. Tu vois, c'était vraiment. Il avait cette réflexion comme. Tu vois, pour lui, c'était. Mais. Et tu sais que ça s'est monté en réaction. Moi, j'ai reçu à ta place ici, en fait, Jean-Charles Samuelian. Donc, c'est le patron d'Alan en France. Ouais, c'est une licorne. Qui est très impliqué dans Mistral. Parce qu'il était cofondateur. En fait, il explique qu'avec son associé de chez Alan, en fait, quand il a vu ce qui se passait aux États-Unis, il s'est dit, nous, on va être complètement à la ramasse avec il a raison. Il avait raison. Il est allé voir tout le monde en disant, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Il a trouvé des gens qui étaient ingénieurs brillants, brillantissimes, d'ailleurs. Qui sortaient de ces boîtes. Qui sortaient de ces boîtes-là et qui avaient fait Polytechnique, etc. Donc, des vrais cerveaux, tu vois. Et il a dit, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est quand même aujourd'hui une boîte qui s'est montée en réaction de. Bien sûr. C'est pas tout à fait la même histoire de quelqu'un qui a une vision en disant en fait voilà comment va être le monde. C'est aussi, je pense, une approche qui est très différente. Et du coup, maintenant, une fois que les deux sont montés, en fait, c'est la course à celui qui aura le modèle le plus efficace. Mistral aujourd'hui ne fait pas partie de la course des modèles d'intelligence. Okay. Non. Et donc justement, ça faisait partie de toutes mes questions que j'avais là-dessus. La souveraineté des données avec le Patriot Act américain. Toi, t'en penses quoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le grand discours de Mistral, c'est de dire il faut utiliser Mistral parce que nous, en fait, nos données, elles sont chez nous en Europe, etc. On va les protéger, c'est normal. Si vous travaillez avec OpenAI, globalement, vos données, on ne sait pas. Et ils ont raison, oui. Okay. C'est une réalité. Le seul problème, c'est que le produit n'est pas à la hauteur. Ok. Moi, tu m'offres un chat GPT. Je serai français, hein. Et moi je vis aux États-Unis, je suis américain, donc j'ai pas de scrupule à utiliser OpenAI et ChatGPT. Mais je serai français. Tu m'offres un produit ISO qui est bien évidemment, je préférerais utiliser un produit français. Mais je vous mets au défi aujourd'hui d'utiliser que des produits français. D'abord, c'est très difficile. Vous n'allez pas trouver les produits. Et puis quand vous allez les trouver, vous allez voir comment c'est compliqué, quoi, en fait, parce qu'ils sont pas interconnectés, il n'y a pas d'interopérabilité entre les services, hein, et que quand tu utilises des produits américains, ton Google va te servir à te connecter à un autre truc, machin, nanana, plus le téléphone va bien fonctionner. Enfin, il y a une forme de cohérence comme ça. On est à des années-lumière de ce truc-là. On se réveille aujourd'hui en disant on n'a aucune souveraineté. Oui, les Américains nous considèrent comme une colonie numérique. L'Europe, c'est une colonie. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup, Carlos? Il faut abdiquer? Moi, j'ai pas encore la. Je pense que déjà,
dire oui, c'est horrible, il faut utiliser du made in France, je trouve que ça c'est une connerie parce que nos produits ne sont pas à la hauteur. Donc, parce que si on le fait, on réduit la compétitivité. Parce que les autres en face, eux, vont pas utiliser des produits français. C'est-à-dire que si nos produits français ne sont pas à la hauteur, on va aller moins vite. Ok ? C'est comme si je te disais, oui, c'est horrible, on n'a pas de chevaux français, on n'a que des ânes. Putain, c'est horrible ce que je dis là, en fait. Tout à l'heure, je parlais de licorne, j'ai pas utilisé les ânes, j'ai parlé des chevaux. On n'a que des poneys. On n'a que des poneys. Merde, on n'a pas des licornes, nous, quoi. En fait, on a des ponicornes. C'est la même chose que des licornes, mais ça a la taille d'un poney. Ok, c'est formidable, c'est joli, comme tout, c'est très rare, mais ça va à la vitesse d'un poney. Donc, si on est tous à dos de poney en France, parce qu'on a décidé d'utiliser des solutions françaises, on va aller forcément moins vite, parce que le reste du monde, lui, il est à dos de licorne. Et pourquoi ça va pas aussi vite alors en France ? C'est quoi l'analyse de ça ? Parce que je pense que c'est une question de cash, c'est une question d'écosystème, c'est une question de puissance, c'est une question de souveraineté, c'est une question de quoi ? C'est une question d'abord, c'est pas une question de talent parce que les talents on les a, c'est pas une question d'argent parce que on a montré qu'on était capable de mobiliser des capitaux. Non, je pense que c'est une question de les décisions politiques n'ont pas été prises au bon moment, et puis on a favorisé l'émergence de projets numériques qui n'allaient pas aider à la souveraineté, quoi. Tu vois, on parle de Mistral, ça c'en est un, mais le reste, c'est pas très très intéressant les produits qu'on a fabriqués en France, quoi. On n'a pas fait des trucs extraordinaires. Et donc là-dessus, quand on parle du fait que les US sont en avance sur la tech, ils sont encore en avance ? Mais bien sûr, j'ai écouté Greg Gambato chez Mathieu Stéphanie il y a pas longtemps. Il disait déjà le premier truc si on veut, déjà il faut reconnaître que les États-Unis nous ont foutu 7 buts, quoi. Il y a 7-0, quoi. Alors ok, Mistral 7-1. Ok. Mais il y a 7-1. On n'est pas à 1 partout, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois ? Donc, ok, une remontada est possible. Mais là, je vois pas, là. Tu vois, qu'est-ce qu'on aligne, en fait, pour faire la remontada sur le match, quoi. Et on approche un petit peu de la fin du match, quoi. Donc, non, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout revoir, quoi. Il faut repartir d'une feuille blanche parce que, visiblement, ce qu'on a fait nous a foutu à 7-1. Donc, c'est certainement pas la bonne stratégie de match. C'est peut-être pas les bons players, c'est peut-être pas le bon entraîneur, c'est peut-être pas le bon sélectionneur. Et pour toi, tu vois ça effectivement comme un match, c'est-à-dire avec deux équipes qui sont opposées. Ouais, tu vois pas qu'il y ait du cross, je sais pas, business qui peut se faire entre les deux et qu'il y ait des passerelles qui soient faites entre... Alors, le problème de la tech, c'est que le match, il est peut-être entre les États-Unis et la Chine et qu'en fait, nous, on est le ballon, quoi. Ouais, on est juste au milieu. Ouais, on est juste au milieu. Okay. Alors, il y a une position assez intéressante dans ce match-là que, d'ailleurs, certains aimeraient bien qu'on joue, c'est celle de l'arbitre. Et Bruxelles, avec la réglementation, et là-dessus, on est très, très fort. D'ailleurs, tu as vu, ils t'ont demandé de venir à New York pour expliquer comment est-ce que tu arrives à jouer au foot avec un arbitre sur le terrain. Avec plusieurs arbitres. Et même plusieurs arbitres sur le terrain. Donc, ils ont demandé à Xavier de venir leur expliquer parce que eux, ils avaient pas encore d'arbitre. Donc, je pense qu'il y a des gens qui pensent que je suis un agent américain qui vise à décourager l'entrepreneuriat en France. C'est bien évidemment pas du tout le cas. Ok, j'adorerais que ça puisse se passer en France. Comme je le disais, je ne pense pas que ce soit par manque de talent et que ce soit pas par manque. C'est pas non plus un manque de capitaux. Je pense que l'environnement n'est pas favorable. Je pense que quand on a ces talents-là et qu'on décide de le faire en France, c'est un peu planter des graines dans du béton pour prendre une image que dans ton secteur, on va comprendre. On comprend parfaitement. Ouais. Mais d'ailleurs, ça pose la question dans ce que tu dis là. Toi, tu as été initiateur d'un mouvement qui était assez incroyable des entrepreneurs de la tech française, alors que tu étais déjà parti aux États-Unis, qui s'appelait les Pigeons. Les gens s'en rappellent pas de ça, c'était il y a trop longtemps. Je t'en rappelle. Toi, tu t'en rappelles moi, je m'en rappelle parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça se répète aujourd'hui avec la taxe Zuckman. Ouais. Et d'ailleurs, je fais le parallèle avec ça. En fait, on a entendu peu de personnes expliquer dans les entrepreneurs, en fait, le sujet de la taxe Zuckman, pourquoi ça allait pas marcher, etc.
On a entendu quelques-uns dire, en fait, maintenant, les gars, partez, parce que c'est plus ici que ça va se passer. C'est trop compliqué, on est trop mal accueillis. Éric Larchevêque, oui. Il y a Éric Larchevêque qui s'est fait tomber dessus. Franchement, il s'est fait ouvrir en deux par tous les médias sur sa prise de position par rapport à ça. Il était obligé de s'expliquer, etc. C'était difficile, tu vois. Tu te rends compte, ça veut dire qu'on peut même pas foutre un coup de pied au cul aux gens. Ouais, complètement. Alors, juste pour revenir là-dessus, qu'est-ce que c'était les pigeons? Et pourquoi toi tu t'es dit en fait je vais être un chevalier blanc? Non, les pigeons c'était en base. C'est intéressant quand je te disais, moi je suis parti il y a 15 ans et je reviens et la société française n'a pas énormément bougé. Les pigeons c'est 2012, donc c'était il y a 13 ans. Et tu vas, quand je vais t'expliquer ce que c'est que les pigeons, tu vas te rendre compte qu'avec l'attaque Zuckman, on n'a pas beaucoup bougé, quoi. C'est pour ça que moi je voulais Donc faire les pigeons, c'était quoi? C'est on a Hollande qui arrive au pouvoir. Il y a une loi de finances qui dit que 75% des plus-values seront taxées, notamment dans les startups, puisque les startups, ce n'est que de la plus-value. Bien sûr. Quand tu crées une boîte dans une startup, tu ne l'achètes pas, tu la crées, elle vaut 0, et puis, in fine, elle vaut, je dis n'importe quoi, 100 millions. Il y a peut-être 75 millions de plus-value entre le moment où tu l'as créée et que tu la revends. Et on va taxer 75% de ces 75 millions. Donc, en gros, il n'y a plus aucun intérêt à créer les startups. C'est comme si je te disais que tu peux jouer au loto, tu vas gagner l'euro-million, mais 75% de tes gains seront captés par l'État. Plus personne joue au loto. Certain. C'est débile. Si tu enlèves le gros lot, plus personne ne joue, quoi. Donc, c'était ça le projet de la loi de finances de Hollande. On s'est mobilisé. Les pigeons étaient le premier mouvement online, depuis il y en a eu plein, quoi, qui a réussi à faire changer une loi, en l'occurrence la loi de finances de Hollande, portée par Christian Ecker à l'époque, sans aller dans la rue et faire des grèves dans la rue. Toute la contestation a eu lieu online. Et c'est moi qui ai lancé cette contestation, ce mouvement, qui s'appelait le mouvement des pigeons. C'était essentiellement sur Facebook, où 75 000 entrepreneurs se sont ralliés sur cette page et ont fait plier le gouvernement. Ils ne comprenaient pas, le gouvernement ne savait pas qui était derrière. Est-ce que c'était le MEDEF? Est-ce que c'était Sarko? Ils étaient complètement en PLS, en position latérale de sécurité, en se disant « Merde, qu'est-ce que c'est ce mouvement-là » Et nous, on avait entrepris en plus une communication un peu à la Anonymous, où en gros, on ne disait pas qui on était, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de représentant, jusqu'à ce que ce soit Jean-David Chamboredon, un des investisseurs qui avait fait une tribune sur ce sujet-là, qui a pris la parole. Mais donc personne ne savait véritablement qui est-ce qui était derrière. C'était plus facile de dénoncer s'il n'y avait personne derrière. Ben oui. Ouais, ok. TF1 nous appelait, nous disait on veut vous passiez aux 20h. À l'époque, passer aux 20h, tout le monde aurait été là, ouais, bien sûr, tout ça. Ma mère va me voir aux 20h, c'est formidable. Et nous, on répondait, non, on ne parle pas à la presse. Ok. Donc on refusait tout. encore plus leur intérêt. Et voilà. Leur parler. Et quand on ne leur parlait pas et que le truc grossissait et qu'on envoyait des messages un petit peu énigmatiques sur les réseaux sociaux et que ni le politique ni les médias ne pouvaient communiquer avec nous, ça rendait le truc, ils devenaient fous, les mecs. Ils devenaient complètement tarés. Complètement tarés. Et donc, ils ont rétropédalé, ils ont changé la loi de finances. De ça, on a eu droit aux assises de l'entrepreneuriat avec Fleur Pellerin, qui a donné lieu, qui a créé France Digital ensuite derrière, puis le mouvement de la French Tech, etc. derrière. Enfin, les politiques ont compris que qu'est-ce que c'était qu'un entrepreneur? Qu'un entrepreneur, c'était pas simplement un mec avec un haut de forme et un cigare qui, comme tu le disais, profite des... Non, il y avait des entrepreneurs qui venaient de différents milieux sociaux, dont l'objectif n'était pas forcément l'enrichissement à tout prix, en tout cas en exploitant des salariés, mais qui avaient la volonté de créer quelque chose. Et voilà, il fallait expliquer ça, et je pense qu'on a commencé à comprendre... l'image de l'entrepreneur a commencé à changer avec ce mouvement. On est en 2012. Aujourd'hui, on est en 2025. Ça a un peu changé, mais pas beaucoup.
Même ça n'a carrément pas changé, puisqu'en fait, cette taxe aujourd'hui, Zuckman... Elle s'applique à très peu d'entrepreneurs, hein, 100 millions. Tout à fait, mais en fait... peut-être toi, je ne sais pas, mais... peut-être un jour, je ne sais pas si j'ai un goal, tu vois. Mais en tout cas... Mais elle pourrait s'appliquer à toi, puisque c'est 100 millions de valeur de ta boîte. Exactement. Donc ta boîte pourrait valoir 100 millions, mais toi, tu n'as pas 100 millions sur ton compte. C'est ce que j'explique souvent aux gens qui me posent la question sur ce sujet-là. C'est qu'en fait, il faut faire la différence entre les liquidités que tu as dans ton entreprise et la valeur de ton entreprise. C'est deux choses qui sont quand même extrêmement décorrélées. Et donc, quand ils ont vu qu'ils s'étaient pris les pieds dans le tapis, là, ils ont essayé de trouver plein de techniques. Je ne sais pas si tu as suivi. Ils ont fait plein de techniques pour essayer d'expliquer comment ils allaient faire, si effectivement il y avait pas de liquide dans la boîte. Quoi, en fait. Donc, ils vont prendre de l'equity maintenant dans la boîte. Donc, il y a l'État qui prendrait de l'equity. Non, mais tu te rends compte. Non, mais moi, je me rends compte. Le problème, c'est la seule chose que tu veux quand tu es entrepreneur, c'est surtout pas l'État dans ton capital. Hein. Tout à fait. Mais surtout, en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que j'ai une partie de mes amis, etc., qui sont encore ouvriers, qui sont encore, tu vois, dans des vies qui sont parfois plus difficiles que la mienne, etc. Et qui, pour eux, ce discours-là ambiant qu'ils entendent, c'est qu'en fait, il y en a des gens qui profitent du système et qu'en fait, il y en a certains qui ne veulent pas payer, alors qu'en fait, ils pourraient le faire. Et donc, en fait, quand tu discutes avec eux, un par un, pour de vrai, tout le monde comprend que c'est pas possible. Tu vois, techniquement, je parle même pas en termes d'état d'esprit. Tu vois, je parle même pas de philosophie, je parle même pas de politique. Moi, je suis assez d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une logique de solidarité. Pourquoi pas en France, c'est le modèle, etc. Bien sûr. Moi, je suis assez ouvert avec ça. Il faut que tout le monde paye ses impôts. Exactement, qu'il y ait la richesse qui soit partagée, etc. Je suis assez ouvert. Maintenant, quand tu leur expliques techniquement que ça ne marche pas et comment, pourquoi, en fait, ils sont tous d'accord. Ce que je trouve irresponsable des politiques, franchement irresponsable, c'est de faire croire que c'est ça la solution. Tu vois, je trouve que c'est en fait, je trouve ça dangereux. Je trouve ça fou qu'en fait on présente des choses qui ne peuvent pas exister dans la réalité, tu vois. L'État est devenu un alcoolique de la dépense publique. Exactement, entièrement d'accord. Donc, augmenter les taxes, c'est donner plus d'alcool à un alcoolique. Parce que personne n'a envie de se faire mal et qu'il y a des enjeux électoralistes, etc. Et donc, quand tu as un problème comme on a aujourd'hui de déficit et qu'on dit la seule façon de régler le problème, c'est d'augmenter les taxes et d'aller prendre là où il y a de l'argent parce qu'il y a encore un peu d'argent à prendre, en fait, on ne règle pas du tout le problème. Mais toi et moi, on est entrepreneurs et surtout, on vient de famille où, tu vois, un sou est un sou et on sait ce qui se passe. Bien sûr, complètement. Dans nos familles ou dans nos entreprises, quand tu as un problème quand tu dépenses trop, qu'est-ce que tu fais ? T'arrêtes de dépenser, quoi. Tout à fait. Tu commences à faire des économies. Aujourd'hui, on est en train de parler de 40 milliards, 50 milliards qu'il faut trouver. C'est à peu près 2% du budget de fonctionnement de l'État. Ou 8% du budget de fonctionnement de l'État, pardon. Ouais, c'est un peu moins de 10% du budget. Un peu moins de 10%, c'est 8% ou quelque chose comme ça. Parce que je pense que le fonctionnement de l'État, c'est 500 milliards. Donc, OK. Dans une famille qui est au bord de la banqueroute, où tu vois, tu as les huissiers qui arrivent, parce que c'est ça la situation dans laquelle on est, tout le monde sait faire 8% d'économie. Parfaitement. Tout le monde. N'importe quelle famille sait le faire. N'importe quelle entreprise sait le faire. L'État ne sait pas le faire. Et plutôt que de faire 8% d'économie, et c'est possible de faire 8% d'économie, qu'est-ce que répond l'État ? Il faut taxer les plus riches. C'est une aberration. Ouais, et bien sûr qu'il faut que les riches contribuent, ça il y a absolument, et c'est le cas, ils payent mais il y a une vraie entreprise idéologique de désinformation également. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, non pas que je sois très ami avec le personnage, mais on dit à la télévision, l'autre jour j'ai vu le président du Parti Socialiste aller devant sur un plateau de télévision et dire « Vous comprenez, Bernard Arnault, hier, a gagné 9 milliards d'euros. » Moi, je crois que c'était 16 milliards 16 milliards d'euros en une journée. En une journée. C'est absolument faux. C'est de la fake news, c'est de la désinformation. C'est pas Bernard Arnault, c'est le groupe LVMH, parce que son action a augmenté. Et c'est pas du tout Bernard Arnault. Et c'est encore une fois de l'argent liquide. Et c'est virtuel. Demain, le bourse va changer et le cours va tomber. Et donc, c'est vraiment du populisme. Mais le mec qui regarde et qui galère
parce qu'il y a beaucoup de monde qui galère en France et qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, et qu'on lui dit à la télévision, sur un plateau de télévision, sans que des journalistes professionnels ne disent à Monsieur Faure, puisque je crois que c'était lui, vous dites une connerie monumentale, c'est faux ce que vous êtes en train de dire, le mec, il dit, mais attends, le mec a gagné 9 milliards hier. Et il veut pas payer un peu. Moi, je me mets à la place du mec qui entend ça. Moi aussi, je suis. Qui n'a pas l'éducation financière. Et quand on lui pose la question, 90% des gens sont plutôt favorables à la taxe Zuckman, parce que quand la question et quand les éléments d'information sont présentés comme cela, et qu'on est face à des gens qui effectivement ont du mal à boucler leur fin de mois, bien sûr qu'on a ces réponses-là. Sauf que c'est de la désinformation. Complètement. C'est pas du tout la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qui explique, Carlos, qu'en fait le mouvement des pigeons que toi t'avais monté aujourd'hui, en fait, il n'y a pas eu un mouvement d'entrepreneurs en France qui puisse en fait venir expliquer la réalité de cette taxe Zuckman et surtout en fait faire changer la donne sur la vision qu'ont les entrepreneurs. Éric Larchevêque a essayé. Que lui, il y avait personne derrière en vrai. Alors moi, on m'a sollicité, on m'a dit c'est le moment de relancer les pigeons. Ouais. Moi j'ai dit non, c'est un vieux truc, personne s'en rappelle, on s'en fout. Et puis c'est une nouvelle génération et cette nouvelle génération d'entrepreneurs de se prendre en main. Visiblement, elle n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est intéressant de se poser la question pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas. Ouais, mais c'est ma question. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se mobiliser ? Parce que je pense qu'elle a des scrupules. Okay. Et que je pense qu'il y a certains entrepreneurs, et moi j'ai vu des entrepreneurs qui étaient pour la taxe Zuckman. Okay. On a des entrepreneurs où je me pose la question de savoir si on n'a pas des entrepreneurs anticapitalistes. Okay. Des entrepreneurs qui, notamment dans le domaine de la tech, sont très concentrés à Paris et qui ont des thèses et une pensée idéologique très, très à gauche. Okay. Et que je pense qu'ils ont des scrupules, ils ont du mal à dormir la nuit parce qu'ils se disent qu'ils sont des salauds de patrons, qu'en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent et qu'ils sont complètement schizophrènes par rapport à leur boîte et par rapport à leur environnement social, où ils se disent oh là là, mais est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bien ? J'ai gagné de l'argent, j'avais pas prévu. Et ça, c'est l'environnement dans lequel ils évoluent, en fait. C'est ça aussi. Qui est un environnement très parisien, que je ne trouve pas du tout d'ailleurs en province. Okay. Dans la province, il n'y a pas du tout ce genre de choses-là. Et donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a quand même un fond collectiviste en France qui est très, très présent. Je dis collectiviste pour pas dire marxiste. Okay. Et je sais de quoi je parle parce que je viens de ce truc-là. Donc oui, quand je dis que l'environnement n'est pas favorable, l'entrepreneuriat est quelque chose de suspect. Et on considère... Moi, par exemple, je viens aux États-Unis. L'entrepreneuriat, les gens sont admiratifs des entrepreneurs parce qu'ils considèrent que ce sont des gens qui sont en train de sacrifier leur vie pour créer de la valeur pour leur pays. C'est ça un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est assez taré pour créer des choses absolument incroyables, hypothéquer leur vie, leurs économies, leurs relations, leur famille, leur santé mentale. Parce que c'est tout ça ce que tu mets sur la table quand tu crées une boîte et tu le sais. Tu passes. Quand moi j'entends des entrepreneurs parisiens m'expliquer work-life balance. Non mais attends, tu te fous de ma gueule quoi. En fait, tu es entrepreneur et tu es en train de me parler d'équilibre entre le travail et la vie perso. Non mais il n'y a pas d'équilibre entre le travail et la vie perso quand tu es entrepreneur. Ça n'existe pas. Tu es voué corps et âme à ton entreprise. Et oui, tu vas passer moins de temps avec tes enfants que quelqu'un d'autre. Et oui, c'est douloureux. Bien sûr qu'on aimerait passer plus de temps et tout ça. Et bien sûr que tu es obsédé. Et bien sûr que tu te lèves la nuit et que tu sais pas comment tu vas faire à la fin du mois et que tu te sens responsable par rapport à tes salariés qui eux ont une famille et qui comptent sur toi aussi pour que ça marche. C'est sacrificiel, c'est douloureux. Et donc, je pense qu'en France, on ne regarde pas les entrepreneurs comme ça. Merci pour ton regard là-dessus. D'ailleurs, j'en profite à tous. On en parlait il y a 5 minutes avec Carlos. Vous n'êtes pas assez nombreux à vous être abonnés à la chaîne YouTube. Donc, si vous aimez l'épisode avec Carlos, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre un like et de partager l'épisode à un entrepreneur qui voudrait se développer à l'international ou qui serait intéressé par le podcast.
Carlos, non, mais c'est important. Hein. Il faut c'est dire aux important gens. de le rappeler. Non, mais en plus, les likes sont gratuits. Hein. Les likes, c'est gratuit. Partager ou liker ou s'abonner, ça ne vous coûte absolument rien. Et pour une chaîne, c'est hyper important. Ouais. Donc, vous pouvez faire quelque chose de super important sans que ça vous coûte quelque chose. Merci de le rappeler, Carlos. Je voudrais justement parler de ta marque personnelle, parce qu'en fait, on a parlé de tes pivots, en fait, depuis que tu as commencé à entreprendre. Donc, tu démarres, t'es prof. Ensuite, tu entreprends. Ensuite, tu pars aux US. Alors, tu as une boîte qui s'introduit en bourse. Tu en as une autre que tu vends à Atos, qui était un leader, etc. Tu as fait des exits. Tu es devenu un investisseur dans une centaine de startups. Ouais. Voilà. D'ailleurs, pas un investisseur qu'on appelle sleeping, un vrai investisseur qui essaye d'accompagner les... Ouais, j'essaye. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et aujourd'hui, c'est un nouveau métier qui s'ouvre à toi. Je suis youtubeur. T'es youtubeur. Parle-moi de ça, Carlos. Pourquoi, comment, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je suis youtubeur parce que j'ai 2 filles qui ont 18 et 22 ans, 19 et 22 ans. Et du coup, maintenant, elles me parlent. Parce que je suis youtubeur, c'est quand même hyper classe. J'avais créé ce podcast un peu on the side, comme un projet à côté, une sorte de hobby. Et puis, je prends énormément de plaisir à faire ce truc-là. Toutes les semaines, on a 2 talk shows et puis on a des formats mensuels maintenant. Et ça m'a... moi, j'aime bien, je sais pas comment tu entreprends. J'aime bien lancer des choses, regarder comment ça se passe. Ah si, j'ai une recette. Puisque on s'adresse à des entrepreneurs. En fait, il y a un pote à moi qui est venu et qui m'a dit... Parce que les gens, ils te regardent de façon ultra successful, mais en fait, c'est que du doute. Hein. Tu es en permanence. Je suis d'accord avec ça. Être entrepreneur, c'est accepter d'être bipolaire plusieurs fois par jour. Ouais, complètement. C'est de la vie à haute fréquence. Tu te lèves le matin, tu te dis, je suis le roi du monde. 2 heures plus tard, t'as un mec qui te quitte, tu sais pas pourquoi, et qui te pose sa dème, et là tu te dis, je suis une merde absolue. Et puis à midi, tu signes un super contrat avec machin, et ça y est, ça remonte tout en haut. Et donc tu passes ta vie comme ça à haute fréquence. C'est une vie à haute fréquence. Et c'est pour ça que moi je crois pas d'ailleurs à l'équilibre, parce qu'en fait je pense que c'est des vies d'intensité. Connerie. Et en fait, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre à trouver là-dedans, parce que de toute façon il y a tellement d'intensité dans un sens ou dans l'autre qu'en fait c'est tellement compliqué. C'est-à-dire que quand ta vie commence, quand il y a une sorte de fréquence moyenne, c'est-à-dire que quand j'appelle mes entrepreneurs, par exemple, la question que je leur pose, je leur dis comment ça va. S'ils me répondent ça va super, je suis très inquiet. Généralement. Okay. Parce que ça peut pas aller super. Ok. C'est pas possible. Ouais. C'est que soit c'est comme un cycliste, ok. Si tu veux monter le col du Ventoux, forcément ça fait mal aux cuisses. Donc si t'as pas mal aux cuisses, ça veut dire que tu descends. Comme en vélo. Ouais, tout à fait. Donc si tu m'expliques que tout va bien, c'est super, ça roule, c'est pas normal. Ça doit faire mal, ça doit pas être super, et il doit y avoir une douleur quelque part, ou alors c'est que t'es pas conscient de quelque chose, t'es pas conscient que tu descends, ou soit t'es en train de t'économiser, et c'est pas normal parce que tu devrais pas être en train de t'économiser. Donc voilà, donc entrepreneur, c'est difficile, et on souffre, et on a plein de moments de doute, des moments de douleur aussi, parce que ça se passe pas comme on avait prévu. Donc les gens pensent que c'est génial, et même quand on a réussi, qu'on n'a plus ces moments de doute, et on les a tout le temps, ces moments de doute. Et il se trouve que j'étais dans un de ces moments de doute, et j'ai un très bon ami à moi, je mangeais avec lui, et il m'a dit, Carlos, bon bah t'es à un carrefour, quoi, il faut que tu fasses autre chose, comme ça t'est arrivé plein de fois avant. Et il m'a dit, je te propose un framework pour essayer de réfléchir à ce que tu vas faire après. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui ne te coûte pas énormément d'efforts et dont les gens te disent, putain, c'est génial. Et je me trouve que ça, c'est un super... Sympa, le pote. Comment il s'appelle ? C'est Frédéric, il se reconnaîtra. Mais je trouve que ça, c'est même valable pour les enfants. On dit souvent aux gens, fais ce qui te passionne. Et moi, je pense que c'est un très, très mauvais conseil.
Parce que, d'abord, il peut y avoir des choses que tu fais et qui ne te passionnent pas, mais tu les fais super bien et tu es super bon. Et les gens te disent, putain, mais tu es super bon à ce truc-là. Et toi, tu es là, ouais, mais ça ne représente pas un énorme effort de ma part. Toi, je le fais un peu naturellement, j'ai peut-être un don pour faire ce truc-là, mais pas une passion. Et les enfants, quand on leur dit, fais ce qui te passionne, c'est quoi ta passion? Et quand on dit ça à un gamin qui a 17 ans, bah des passions, alors il y a très peu, il y a des gamins qui ont des passions, mais 99% des gamins, ils n'ont pas de passion. Et donc, je trouve que c'est vachement intimidant parce que tous les gamins disent, ben moi, j'ai pas de passion. Et tout d'un coup, alors on se dit, bah alors j'ai pas de passion, je suis une merde parce que j'ai pas de passion. Or, il y a peut-être 99% des gamins qui n'ont pas de passion, mais il y a 99% des gamins qui savent faire quelque chose. Tu vois? Et on leur dit jamais, qu'est-ce que tu sais faire et que tu fais bien? Et notamment dans des métiers comme le vôtre, peut-être qu'il y a des gamins, tu vois, plombier, c'est pas une passion. Mais par contre, ils sont bons, tu vois, faire des trucs manuels, des machins. T'as vu ce qu'a dit le patron d'NVIDIA, je crois, il y a pas longtemps? Ouais. Il dire en fait, les prochains milliardaires, c'est les plombiers, les électriciens. Oui, exactement. Et tu vois, et on dit pas suffisamment aux gamins ou aux gens, qu'est-ce que tu sais faire, pas ce qui te passionne. Et je pense que quand tu commences à faire quelque chose que tu sais et que tu perfectionnes, ça devient une passion. Je suis complètement d'accord avec toi. Mon père, il est arrivé en France, il n'était pas du tout voué pour travailler dans la construction. C'était un restaurateur en Espagne et un entrepreneur et avec plusieurs restaurants. Mais quand il est arrivé là et qu'il ne savait pas parler français, on lui a dit je suis désolé, mais ta place, elle est sur le chantier. Ok ? Et donc, il est devenu plâtrier. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il m'expliquait, mon père m'a toujours expliqué, si tu veux regarder la société française, tu regardes où est-ce qu'on est tous situés. Les Noirs, ils font le terrassement. Les Portugais, ils font les fondations et la maçonnerie. Nous, les Espagnols et les Italiens, on fait le plâtre et la peinture, quoi, tu vois. Les Français, ils arrivent quand il y a des fenêtres. Quand les fenêtres sont posées. C'est une analyse et je pertinente. Et je crois que maintenant, c'est même plus le cas. Ils sont même plus là, même pour poser la borne Wi-Fi, ils sont même plus là. C'est les conducteurs de travaux. Voilà, comme ça. Les conducteurs de travaux. Ouais. Mais à l'époque, mon père me disait, les Français, tu vas les voir arriver quand les fenêtres seront posées, parce qu'il fait plus froid. Et donc, ils sont plombiers, électriciens, peintres, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est intéressant. Nous, les immigrés, on est là quand il y a rien, quand il y a des murs. Et quand il y a pas encore de fenêtre, quand c'est difficile, en fait. Et quand c'est difficile, exactement. Et voilà. Et mon pote vient et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je te demande pas ta passion. Qu'est-ce que tu fais super bien et qui te coûte aucun effort? Et les gens te disent c'est génial. Et je réfléchis et je reviens une semaine après, je lui dis mais mon podcast, hein, tout le monde me dit c'est génial. Et moi, j'ai un sentiment d'imposture énorme où je me dis, mais au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte que je suis nul, quoi. Parce que moi, ça ne représente pas énormément d'efforts. Je le fais naturellement, sans y passer énormément de temps et sans investir de l'argent. Et là, il me dit, ben justement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ça. Parce que là, tu as ton proof of market, hein, c'est-à-dire que si les gens te disent que c'est bien, c'est que ça y est, tu l'as, ton produit, quoi. Et donc, tu vas commencer à mettre du temps, plus de temps, et investir un petit peu d'argent là-dedans. Donc, c'est sûr que ça va marcher. Sauf qu'il va se passer un truc, c'est que ce qui était un hobby va devenir un business, et donc ça va commencer à te réveiller la nuit. À nous. C'est le cas ? Oui, c'est le cas. Ah ouais, ok, carrément. Ouais, parce que maintenant, je suis passé d'un truc qui était un hobby que je faisais à côté, à un truc où je me suis dit, ok, maintenant j'investis mon temps, et mon temps, c'est ce que j'ai le plus précieux. Un petit peu d'argent, mais ça, à la limite, on s'en fout. Et donc, du coup, ça m'obsède. Et du coup, j'ai des objectifs et ça y est, je suis passé en mode entrepreneur, quoi. Et c'est quoi l'objectif du podcast? Du coup, c'est quoi l'objectif de ton podcast? C'est d'en faire un véritable business aujourd'hui? C'est déjà un business. Ok, c'est déjà un business. Tu m'en parlais tout à l'heure. En fait, tu me disais que ton nouveau format, d'ailleurs, que tu as lancé, qui s'appelle Le Festin, qui marche très très bien. Ouais, ça marche super bien. Ouais.
qui est assez dingue. Bravo d'ailleurs, Carlos. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Ouais. Tu me disais qu'en fait, tu as des partenaires en fait, qui t'achètent ton concept. Donc, toi, tu es producteur quelque part du concept. Exactement. Et après, derrière, effectivement, tu le vends à des marques, à des gens qui veulent se développer. Oui, qui n'auraient pas cette idée-là, qui n'auraient pas ce concept-là et qui, même s'ils l'avaient, ne seraient pas capables de le réaliser, quoi. Okay. Et donc ça vaut de l'argent et donc je le vends. Et puis j'ai des sponsors dans l'émission et les sponsors payent, quoi, en fait, pour que je fasse la promotion de leurs produits dans le podcast. Donc j'ai un inventaire, j'ai des vues et des écoutes et que je commercialise. Et puis il y a aussi un membership, un abonnement pour que les gens qui sont fans de ce podcast puissent se retrouver, discuter entre eux, avoir accès à plus de contenu de ma part, etc., etc. Et ça aussi, c'est un business. Donc c'est déjà un business, mais maintenant mon ambition, c'est je veux que Silicon Carnet... Je pense que dans le domaine de la tech, il n'y a pas de médias qui traitent la technologie de façon entertaining, quoi. C'est-à-dire que si tu t'intéresses au sujet de la tech, bah, tu regardes BFM ou tu lis Les Échos, c'est pas fun, quoi. C'est super, hein, leur contenu est certes... mais il n'y a pas de... Tu vois, si tu t'intéresses au sport, il y a des médias qui sont ultra fun, quoi. Tu vois, d'accord. Et très niche, d'ailleurs. Et très niche, et des choses comme ça. Ben, moi, je veux créer le premier média tech qui soit fun. OK. Donc, c'est des talk-shows, c'est un format qui est beaucoup plus léger, parce que je considère que la technologie est un sujet ultra important, et qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce sujet-là, parce que la technologie est partout dans notre vie, et que pour que les gens s'y intéressent, ben, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit fun, et puis il faut pas parler de la technologie c'est comme toi avec la construction, tu vas pas parler de la taille des briques, quoi. C'est trop technique, quoi, tu vois, on s'en fout, c'est important, mais c'est pas ça le sujet. Pour que les gens s'intéressent à ton média, bah, on a ces conversations, tu es capable d'inviter des gens comme moi qui ne sommes pas forcément dans la construction. Et justement, en fait, comment tu fais le choix de tes invités? Et après, je te dirai quelle est ma méthode, moi. Mais comment tu fais le choix de tes invités? Tu as reçu récemment, en fait, plein d'entrepreneurs autour de ta table avec le festin. Mais avant ça, moi, je t'ai aussi découvert avec des gens qui étaient à la fois très techniques dans le domaine et à la fois beaucoup plus grand public et clivants. Est-ce que c'est un mélange de tout ça, en fait, pour que ça fonctionne? Ben, je vais te donner ma recette sur Silicon Carnet, que j'ai mis des années à la trouver, mais et tu vois, ça c'est très américain, je l'ai trouvée, donc je la partage. Donc exclu, Carlos Diaz, je sa recette. Attends, je m'assois correctement et je note. La sauce picante, quand je dis dans Silicon Carnet, en fait, il y a 4 ingrédients. Okay. Le premier ingrédient, c'est que c'est de l'expertise, c'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent parfaitement bien leur sujet et qui sont experts dans leur domaine, mais ça suffit pas. Le deuxième ingrédient, c'est qu'ils aient des opinions, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas simplement une connaissance, mais un point de vue sur ce qu'ils savent. Et ça, c'est plus rare. C'est dur, ça, en vrai. Hein. Oui, parce que souvent, on est dans une société où j'ai l'impression que y a beaucoup de gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent ou qui ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils sont pas congruents. Moi, je parle beaucoup de congruence. Oui, il y a ça. Il y a ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et moi, c'est pas aligné. Avec lesquels j'ai le plus de mal ici, c'est quand c'est très lissé et que c'est très politique, quoi. Voilà. Bah, soit parce qu'ils ont un agenda et qu'ils ne veulent pas froisser. Donc, si tu veux pas froisser, bah forcément, la meilleure façon de pas froisser, c'est de pas avoir d'opinion. Hein. Exactement. Donc voilà. Ça, c'est compliqué. Après, il y a aussi les jeunes qui démarrent. Les jeunes, ils démarrent, c'est normal. Ils veulent pas moi, je pense que quelqu'un comme moi, c'est plus facile pour moi parce que j'ai plus rien à prouver et que j'ai pas non plus un agenda. Mais tu penses pas que ça va changer, ça? Parce qu'en fait... les rappeurs ont des vraies opinions. Ouais, mais en fait, l'authenticité, en vrai, c'est ce qui va faire la différence. Alors attention, l'authenticité, c'est pour moi avoir une opinion. C'est pour ça que je mettais l'expertise en premier. Ok, expertise, opinion. Dire ce que je pense, si tu veux, c'est pas forcément intéressant. Hein. Il y a des gens qui disent ouais, mais je te dis ce que je pense. Ouais, ok, super. Mais ce que tu penses, c'est de la merde. Tu vois, où tu n'as absolument aucune connaissance, tu dis oui, j'y connais rien en économie, mais je pense que c'est pas suffisant. Donc expertise et opinion, c'est-à-dire que je veux des gens qui sont experts, qui ont une vraie connaissance du sujet, expriment une opinion, pas que le lambda ait une opinion sur un truc qu'il connaît pas.
Le troisième truc, c'est de l'impertinence. C'est-à-dire que cette opinion soit dérangeante, que ce soit pas une opinion tarte à la crème qu'on a déjà entendue 12 fois ailleurs. Et c'est peut-être aussi parce que moi, je suis un Gen X, l'Esprit Canal, Paris Dernière, les plateaux de télévision qu'on avait à l'époque de Thierry Ardisson, des choses comme ça, où je pense qu'il y avait une forme d'impertinence qui aujourd'hui, je trouve qu'on a complètement perdu. À part sur YouTube. C'est un peu ça, d'ailleurs. Mon dîner, il y a un peu de cette forme-là d'authenticité et d'impertinence. Sur YouTube, il y a quand même des jeunes qui ont une forme d'impertinence qui est absolument géniale, mais c'est vrai qu'à la télévision, il n'y a plus du tout ce genre de truc-là. Et le quatrième ingrédient, c'est de l'humour. Okay. Et il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit fun, et, parce que je pense qu'on fait passer plein d'idées si on ne se prend pas au sérieux. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire que je parle de sujets sérieux, pas sérieusement. Quoi, en fait. Je comprends. Mais tu vois, c'est ces 4 ingrédients. Donc, quand je vais chercher des invités, je cherche ça. Je cherche des gens qui ont une vraie expertise, qui ont une opinion, une forme d'impertinence et qui sont drôles. À qui... Alors, soit eux sont drôles, ou soit je peux être drôle avec eux. C'est-à-dire qu'ils vont pas se le prendre mal si je leur fais si je leur balance une vanne, quoi. Et là, de tous tes invités, puisque tu es transparent, hein, toi aussi, d'ailleurs, tu as une façon de parler qui est extrêmement cash. Ouais, peut-être, ouais. Celui qui cochait le plus de cases, avec qui tu as plus rigolé et pris le plus de plaisir, c'était qui dans tes invités? Dans le dernier festin? Non, dans tout court, depuis le début. Oh, il y a plein de monde. Qui c'est qui te revient comme ça? Bah, il y a peut-être des gens. Si je prends des gens connus comme Oussama, par exemple, forcément. Et Oussama Hamar, quand il passe chez toi et quand il vient dans le festin. Ouais. Bah, est-ce que c'est encore plus clivant? Bah, je me fais défoncer. Hein. Okay. Tout le monde me dit comment tu peux inviter un mec pareil, c'est un truand. Ce qui est le cas. Hein. Je pense que. Enfin, moi, je suis pas un procureur et je suis pas un juge. Je suis pas là pour déterminer. Je trouve assez. En fait, plus on me le dit, plus je l'invite. Alors, je vous le dis. Si vous allez me faire chier en me disant pourquoi, parce que mais je trouve ça absolument dingue. Est-ce qu'on emmerde Guillaume Pley de Légende quand il invite Sarkozy? Personne ne lui dit rien. Ou quand il invite Dieudonné, personne ne lui dit rien, quoi, en fait. Et moi, on me fait chier parce que j'invite Oussama ou parce que j'invite. C'est pas parce que j'invite quelqu'un sur mon plateau que j'en deviens le complice. Et que je pense que Oussama a quelque chose à dire, a quelque chose d'intelligent, d'intéressant, et que c'est un formidable storyteller. Et en tout cas, il coche toutes les cases dont tu as parlé. Et il coche mes cases. Voilà, il coche mes cases. Et quand on me dit, oui, mais tu fais ça pour l'audience. Mais bien sûr que je fais ça pour l'audience. Je vous ai expliqué que j'étais youtubeur avec mon modèle économique. Si je fais 0 vues, je gagne 0. Donc, bien évidemment. Alors, on va me dire, oui, mais tu as une responsabilité. Tu laisses des gens avec des discours limite passer et quelque part, tu les crédibilises. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Oussama, indépendamment de ses actes qui ne me regardent pas, moi, je n'ai rien à voir avec ces histoires. Ça le regarde lui et ses associés, d'ailleurs. Mais ses propos, il n'a jamais tenu des propos chez moi qui pourraient être considérés comme tendancieux. Ouais, il n'est jamais venu chez Silicon Carnet expliquer que, j'en sais rien, qu'il faut exterminer les gays, les juifs, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a jamais eu ce genre de truc-là. Il n'y a jamais eu ce genre de propos. Et si ces propos avaient lieu, bien évidemment que je réagirais et que je ferais en sorte que ça n'existe pas. Ça va où, Silicon Carnet? C'est quoi l'objectif avec ce média? Mon objectif, là, pour le moment, c'est que je veux prouver que je peux devenir le média tech numéro 1 en France. Ok. J'y suis pratiquement. Et pourquoi tu fais pas d'interview en anglais? Parce qu'il y a plein de podcasteurs américains qui font ce boulot-là super bien. Ok. Et sur lequel je n'ai absolument aucun edge, quoi, en fait. C'est-à-dire que... Tu sais, c'est cette stratégie, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux être un gros poisson dans un petit étang ou un petit poisson dans un océan? Il y a plein de podcasts américains qui parlent de la Silicon Valley très très bien, mais qui le font en anglais, avec toutes les références culturelles américaines que ici on ne comprend pas. Il y a plein de podcasts français qui parlent de la Silicon Valley sans jamais y avoir foutu les pieds.
et qui en parlent en français, mais qui disent que des conneries. Merci beaucoup, Carlos, d'être venu. Merci, Xavier. Je termine toujours, en fait, mes épisodes par une question que je pose à mes invités. C'est quoi la compétence ou le super pouvoir qu'il faut avoir pour être entrepreneur ou pour construire une boîte ou pour avoir le même parcours, tu vois, que toi? Si un jeune entrepreneur nous écoute, en fait, quelle est la compétence qu'il faut absolument qu'il développe ou quel est le super pouvoir sur lequel il faut qu'il mise pour pouvoir aller au bout de son projet? Moi, je pense que mon super pouvoir, alors il n'est pas évident parce qu'un super pouvoir, tu sais, c'est comme les Marvel, ils sont emmerdés avec leur pouvoir. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est pas un truc qui est simplement utile comme ça, quoi. Je pense qu'un super pouvoir, c'est quelque chose qui est aussi puissant qu'il est chiant. C'est là que tu te dis, là, c'est mon super pouvoir. Et je pense que mon super pouvoir, c'est une sorte d'appétit ou d'obsession pour la liberté. Je ne supporte pas être contraint. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai entrepris. On en a un petit peu parlé. Pour moi, c'est un texte qui est assez simple. D'ailleurs, je vous invite à aller relire la fable du loup et du chien, ou le chien et le loup de La Fontaine. Et qui est formidable, c'est l'histoire, je vous la fais, mais bien évidemment La Fontaine le raconte beaucoup mieux que moi, mais c'est un loup qui est désespéré, qui n'a pas mangé depuis des mois, et qui s'approche du village, et qui rencontre un chien. Et ce chien, il est en bon point, il a le poil soyeux et tout ça, et le loup discute avec le chien, et il lui dit, mais putain, ça a l'air génial, tu manges tous les jours et tout, qu'est-ce que tu dois faire, hein? Et l'autre le chien lui dit, bah, pas grand-chose, je dois chasser les mendiants, faire plaisir à mes maîtres, etc. Et le loup se dit, ouais, c'est vrai que c'est pas con, c'est un truc que moi je pourrais faire, ça m'a porté, etc. Et puis, si j'ai un toit pour dormir, et puis à manger tous les jours, etc. Et à un moment, il regarde le chien et lui dit, mais c'est quoi cette trace que tu as là sur le cou? Et l'autre lui dit, non, presque rien. Et c'est la trace du collier. Et ça, cette trace du collier, le loup, il regarde ça et il dit, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas vivre avec un collier. C'est quoi un collier avec une chaîne et être enchaîné? Et le loup s'en va. Et d'ailleurs, dans la fable, il dit, il court toujours, le ventre vide, certainement, mais libre. Et je pense que mon super pouvoir, c'est ça, c'est de refuser toujours la trace du collier et d'être libre, de courir et de choisir ma propre destinée. C'est chiant aussi, hein. C'est pas simplement agréable. Ça vient aussi avec beaucoup de... Il y a des moments dans ma vie où, même des discussions avec ma femme, où ma femme me dit, mais pourquoi tu prends pas un job? Va bosser chez Meta, tu seras super bien payé. Et c'était impossible pour moi. Ça l'est toujours d'ailleurs. C'est toujours impossible. Mais ça m'a permis d'entreprendre des choses que peut-être d'autres n'auraient pas fait. J'ai appris un truc aussi incroyable, et je pense que toi aussi, c'est que je sais gagner de l'argent. Je sais que je ne serai... tu vois, au début de ma carrière, ce n'était pas forcément évident, ça. Et puis, j'ai appris à comprendre où je pouvais avoir de la valeur et monétiser ma valeur. Donc, du coup, et demain, si je dois aller décharger des cajots au marché, c'est pas grave, je le ferai, quoi. Je sais que je peux monétiser ce que je sais, ce que je suis, mon réseau, et donc il m'arrivera jamais rien. Tu vois, je sais que j'ai appris à devenir autonome, self-sufficient, comme diraient les Américains. On parlait de danse avec les loups. Bah, les États-Unis m'ont aussi appris ça. M'ont appris à venir dans un pays où planter mon drapeau, n'attendre rien de personne et être capable de survivre. Et ça aussi, c'est un super pouvoir. Et quand tu allies liberté et survie, ça ne veut pas dire que ta vie va être très agréable, mais en tout cas, tu es indestructible. Merci beaucoup, Carlos. Merci à toi, Xavier. Guild. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Encore une fois, je vais vous demander un service. En fait,
partagez cet épisode à au moins une personne que ça pourrait intéresser. Et puis si, comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à entendre la discussion avec Carlos, mettez bien évidemment un like et puis les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup et à très vite sur Build.